la théorie que si on interdit totalement le travail du sexe, il n'y aura plus de vente de services sexuels. Mais ce qui est complètement illusoire en fait, puisque le fait de l'interdire ne fait que détériorer nos conditions en fait. Bah, je crois que justement, ce que je vends, moi, c'est pas mon érection, mais la sécurité qu'elles ont. C'est-à-dire que principalement, c'est ce que tu disais là, c'est le fait de payer, elles se disent, bah, au moins celui-là c'est un pro, il va pas me toucher là où je veux pas, ou continuer si je veux qu'il s'arrête. Le shaming sur le corps, l'indignation en ce moment très très présente du milieu incel, du forum 1225 de jeuxvideo.com sur le fait qu'une nana puisse, je cite, poster son cul sur OnlyFans et faire 4 000 € par mois, est épuisant. Surtout que c'est beaucoup plus de travail que de poster son cul et ça rapporte beaucoup moins que 4 000 €. Et j'ai fait mon coming out de Domina à mes parents il y a 2 mois. Donc super récent et ils l'ont super bien pris. Et là, quand je leur en ai parlé, ils m'ont dit « Ah mais du coup, on peut t'aider peut-être pour l'auto-entrepreneuriat parce que nous ça nous est déjà arrivé, comment ça se passe, etc. » Et waouh. Trop bien. Ouais. Franchement, c'était un énorme poids en moi. Chance d'être tombé sur une personne très open mind là-dessus et ça se passe super bien. Mais n'oublions pas un truc que tu disais préalablement, c'est qu'en plus le conjoint est potentiellement accusable d'être un proxénète. Alors quand même, on peut être compréhensif avec nos conjoints, quoi. C'est difficile pour moi de parler d'un en particulier parce qu'ils sont un peu jaloux. Et si j'en cite un, je vais avoir un message « Oui, mais pourquoi pas moi? Je pensais que c'était moi le chouchou. » Vous êtes tous mes chouchous. Hello tout le monde et bienvenue dans ce 7e épisode des Pillow Talk. Comme vous pouvez l'entendre, entre-temps l'automne est arrivé et donc les maladies de saison aussi, donc j'ai la voix enrouée et voilà, j'ai été bien malade cette semaine, mais je pense que je suis quand même audible. J'ai peu de choses à vous dire dans cette intro parce que j'ai pas de trigger warning particulier à vous faire, à part évidemment qu'on parle de sexualité, donc regardez cette vidéo uniquement si vous êtes à l'aise avec cette thématique. Vous aurez comme d'habitude en barre d'infos toutes les informations dont vous avez besoin. Si vous voulez retrouver les intervenants, intervenantes, vous avez tout dans la barre d'infos. On se retrouve mercredi en live Twitch pour continuer la conversation à ce sujet-là. Donc de 21h à minuit. Ça fait 2-3 fois qu'on termine un peu plus tôt parce qu'on est fatigué. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre tôt si vous voulez participer à la conversation. Et je vous rappelle que cette émission existe grâce à vous en réalité et grâce à toutes les personnes qui regardent cette chaîne et qui ont aussi à un moment donné ou à un autre acheté un programme que je propose sur Se Sentir Bien. Donc Se Sentir Bien, c'est le nom de mon entreprise, c'est aussi le nom de mon podcast si vous me suivez sur le podcast. Et voilà, donc c'est grâce à tout ça que je peux autofinancer totalement cette émission et j'en suis ravie, donc merci beaucoup si vous faites partie de cette communauté et n'hésitez pas à aller regarder en barre d'infos ce que je propose, mais je suis coach de vie, je propose notamment des accompagnements sur plein de thématiques, mais en particulier sur le couple, la sexualité, toutes ces choses-là qui peuvent être en lien avec ce dont on parle dans ces vidéos. Et j'ai aussi un abonnement en fait pour toutes les personnes qui veulent travailler sur leur dev perso en autonomie, apprendre à s'auto-coacher. C'est un abonnement à 34 € par mois, donc n'hésitez pas à aller regarder. La vibe dans laquelle je suis et dans la façon dont moi j'accompagne, c'est que je suis vraiment dans une espèce de, je trouve, d'équilibre. En tout cas, c'est ce que je cherche à avoir. Alors peut-être que j'y arrive pas toujours, mais ma vision des choses en tout cas, c'est que le développement personnel, c'est un outil qu'on peut s'approprier, qui peut vraiment nous aider dans notre vie, mais c'est pas un outil surpuissant, il se substitue pas à la thérapie, il ne nous extrait pas non plus des dynamiques systémiques, et j'aime beaucoup en fait avoir aussi ce discours-là et qu'on utilise le dev perso comme un outil et dans ses limites, et c'est vraiment quelque chose que je nous apprends à faire et dans lequel je vous accompagne dans tout ce que je propose. Donc vraiment, si ça vous parle, en tout cas comme vision des choses, n'hésitez pas à aller regarder en barre d'infos ce que je propose et aussi dans mes contenus, pourquoi pas sur Instagram, dans le podcast. Et j'en profite du coup, pourquoi pas, pour vous dire qu'en janvier, vu que j'ai sorti ça cette semaine et que j'ai pas l'occasion d'en faire la promo ailleurs, puisque en fait en ce moment je publie les Pillow Talk, donc j'ai pas l'espace de publier d'autres choses sur la chaîne, mais en janvier je propose une retraite d'écriture de flot de pensée. Donc c'est une façon de faire un peu le tri dans toutes les pensées, donc c'est adapté à vous en fait si vous avez juste pas mal de trucs en tête, que c'est un gros brouhaha, que vous avez pas mal de charge mentale et que vous avez envie de faire le tri comme une espèce de douche
du cerveau qu'on ferait en début d'année pour bien démarrer l'année, essayer de faire un petit peu un point dans les différents domaines de vie. Ce sera guidé, ce sera sous forme de moments d'introspection dans la journée avec des temps d'écriture et des cercles de parole avec des espaces de non-jugement comme j'aime en créer. Donc si ça vous parle, on fait ça dans le Luberon. Il y a mon chat qui est complètement fou là à côté, qui est en train de s'amuser, je ne sais pas si vous l'entendez. Et ça aura lieu du 2 au 7 janvier pendant 4 jours, donc ça va vraiment être une belle bulle, une belle parenthèse. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça si ça peut vous parler. Voilà, c'est très d'actualité, ce sera obsolète dans quelques semaines. Mais je vois pas où est-ce que je pouvais en parler, donc je vous en parle ici dans cette intro vu que j'avais peu de choses à vous dire. Voilà pour ça, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, parce que comme vous le savez, ces vidéos-là seront probablement moins visibles sur les plateformes parce qu'elles parlent de sexualité et qu'elles sont peut-être un petit peu shadowban, que ça soit volontaire ou non. Donc voilà, et puis écoutez, moi je m'arrête là, je vous souhaite un très beau visionnage et je vous dis à mercredi en live Twitch. Ciao. Je suis super contente qu'on soit là pour se parler de ce sujet-là. C'est un sujet en plus qui est très touchy, dont on commence à parler de plus en plus sur les réseaux. Donc moi, je suis hyper contente qu'on puisse aujourd'hui proposer cet espace avec cette discussion. La raison d'être de ce talk-là dans cette série, c'est que en fait, des discussions avec des TDS, j'en ai eu plusieurs dans le cadre d'événements sexpo, et à chaque fois j'y ai trouvé des informations que j'avais trouvées nulle part ailleurs, de la discussion que j'avais trouvée nulle part ailleurs, et je trouvais ça presque d'utilité publique en fait de le partager et de le proposer en vidéo. Donc c'est pour ça qu'on est là pour avoir cette discussion-là. Et je remarque qu'il y a beaucoup de stigmatisation sur les métiers du travail du sexe. C'est très politisé aussi. Il y a beaucoup de questions aussi du type, mais qui sont ces gens qui vont vers ces TDS? Pourquoi ils font ça? Pourquoi les personnes qui le font alors qu'elles sont privilégiées, ces personnes-là, il y en a une partie ici, pourquoi est-ce qu'elles font ce choix-là? Donc voilà, j'aimerais qu'on ouvre un peu cette conversation, sachant très bien qu'en 1h15, 1h30, on n'arrivera pas à tout couvrir, c'est pas l'objectif. Il y aura aussi un live Twitch après qui permettra de compléter si vous le souhaitez en faire partie, ou on trouvera d'autres personnes pour en faire partie. Et voilà. Donc je veux bien qu'on commence par un petit tour de prénom, pronom et pourquoi vous êtes là dans ce talk, avec quelle énergie, intention, volonté, background, tout ça, vous êtes venu ici. Et on tourne à partir de la personne qui commencera, et puis on tourne dans le sens trigonométrique, dans ce sens-là. Vas-y. Alors, moi, c'est Mona, pronom elle. Je suis dominatrice professionnelle depuis 2 ans maintenant. J'ai toujours été quand même dans les milieux de la sexualité. Quand j'ai commencé à réfléchir au métier que je voulais faire plus tard, le premier, c'était sexologue. Du coup, j'ai fait des études de psychologie pour ça, mais les études, c'était pas pour moi. Au bout de 3 ans, j'ai arrêté. Je me suis retrouvée à travailler dans la vente, dans un love store parisien. Et après, c'est là où j'ai commencé à faire de la domination professionnelle. Voilà. Merci. Moi, c'est Jules, du coup, pronom il. Dans le groupe, je crois que par rapport au travail du sexe, je suis un petit peu le néophyte. Je viens un peu aussi pour pouvoir poser des questions bêtes, des choses comme ça. Et autrement, simplement, ce que je peux dire, c'est que moi, je me suis déjà posé la question, à titre personnel, de consommer du travail du sexe. D'aller voir, typiquement, on pourrait dire une prostituée. Je ne sais pas si c'est les bons termes, d'ailleurs. Mais j'ai jamais franchi le pas, mais je me suis beaucoup questionné aussi sur l'éthique, ma propre éthique par rapport à ça. Donc je sais, je suis en cours de cheminement d'interrogation autour de ça. Et en fréquentant les milieux sex-positifs, j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer des personnes qui étaient dans le travail du sexe, des personnes qui en avaient consommé aussi. Ce qui a pu alimenter un peu ma réflexion là-dessus. Mais j'ai très envie aussi d'entendre ce qui va être dit. Alors moi c'est Sacha Hill. Moi j'ai eu une première vie dans l'écologie, une première carrière pendant environ 20 ans. J'ai tout plaqué en 2017 pour devenir TDS. Voilà, donc ça me semble pas mal comme préambule. Marianne, pronom elle, et selon comment vous définissez le travail du sexe, je suis soit TDS adjacent. Je produis du contenu, notamment artistique, images, érotique, un peu audio des fois.
Et j'alimente Patreon et OnlyFans depuis 10 ans maintenant. Alors moi, je suis Axel de Sade. Je suis dominatrice professionnelle depuis au moins 8 ans. J'ai commencé dans l'organisation d'événements Sexpo et je pense comme vous tous, on a rencontré une ou un TDS qui a parlé de son métier. Moi, ça m'a donné envie parce que le salariat était pour moi vécu comme une forme d'esclavage moderne. Non consenti. Oui, alors tu consens quand même à donner ta force de travail à quelqu'un d'autre, mais les conditions d'exercice sont quand même... enfin, moi, me convenaient pas. Et donc, je suis devenue dominatrice. Et parallèlement, je me suis engagée dans la cause militante pour la reconnaissance du travail du sexe. Et je suis membre du syndicat du travail du sexe. Et j'ai mis en place une mutuelle et une prévoyance donc, qui assure le remboursement des soins et un revenu de complément pour les personnes qui sont notamment en arrêt maladie. Merci. Merci. Et moi, donc, c'est Esther L. Et je suis complètement novice dans le sujet d'aujourd'hui. C'est le seul talk qui me fait un peu de syndrome de l'imposteur pour le coup, mais j'ai confiance dans les personnes qui sont ici pour qu'on fasse un talk qui soit d'une grande qualité. J'ai beaucoup de curiosité à titre personnel sur ces métiers-là. J'ai eu des conversations vraiment passionnantes et fascinantes avec des personnes, notamment qui faisaient de la domination. Et je trouve ça trop intéressant. Et je l'ai déjà un peu envisagé. En fait, je me suis déjà imaginé le faire. Mais toute l'implication politique, morale, etc., c'est pas quelque chose auquel j'aspire et mais la question m'a traversé l'esprit. Donc voilà, je trouve ça hyper intéressant. Et en fait, j'ai un peu créé ce talk aussi pour moi m'enrichir de vos expériences. Donc c'est un super espace. Et d'ailleurs, merci beaucoup d'être là. Et je me rends compte en fait de la chance qu'on a en fait de vous avoir sur ce talk show et de pouvoir proposer cette discussion, donc c'est vraiment chouette. Et je pense que la première question que moi j'ai envie de vous poser à titre personnel, et je sais pas en tant que personne qui s'y connaît peu en fait, c'est comment vous en êtes arrivé à faire ces métiers-là pour les personnes qui travaillent dans ce domaine-là, et d'où ça vient et c'est quoi le processus de pensée en fait et le cheminement qui vous a amené à ça, parce que je crois que l'une des questions qu'on a souvent c'est mais pourquoi on choisirait de faire ça? Qu'est-ce qui amène à ça? Et dans le débat politique, c'est souvent ça que je vois aussi. Donc, en popcorn, comme vous le souhaitez, qui se sent de prendre la parole. Et voilà. Du coup, comme je le racontais, je travaillais dans un love store et c'est vrai que j'étais pas assez bien payée pour me payer des choses à côté, des fringues, des vacances. Et du coup, ça faisait 3 ans que je faisais du BDSM à titre personnel. Et je savais que je commençais à être douée là-dedans et que je m'y plaisais. Et du coup, j'ai fait un premier rendez-vous comme ça, qui s'est très bien passé. Et du coup, en fait, en parallèle du Love Store, je commençais comme ça à faire une séance par mois. Et après, quand j'ai arrêté la vente, je m'y suis consacrée à 100%. Et qu'est-ce que tu trouves, pourquoi du coup ce choix-là Alors, quand j'ai recommencé du coup à faire des séances, j'ai mis du temps quand même à me dire que j'ai envie de faire ça à temps plein. En fait, c'est assez récent. Ça fait peut-être, je pense, 4-5 mois où je me dis que non, j'ai vraiment envie de faire ça totalement, parce que j'avais voulu en parallèle reprendre des études, mais finalement, j'ai pas réussi à remettre le pied à l'étrier. En fait, il y a quand même beaucoup d'avantages qui me conviennent dans ce métier. D'être son propre patron, d'avoir des horaires que j'adapte moi-même, d'avoir quand même peu d'horaires où je mets beaucoup d'énergie. Après, c'est pas de l'argent facile, c'est de l'argent rapide, comme on disait. Et du coup, les avantages me conviennent beaucoup, ouais. Même s'il y a aussi d'autres inconvénients, mais peut-être qu'on en parlera plus tard. Je crois que mon histoire ressemble un peu à la tienne, donc elle irait bien derrière. J'avais un travail de bureau et je créais déjà depuis longtemps des photos un petit peu sexy parce que je voulais... faut voir que les plateformes comme OnlyFans et Patreon ou même Instagram n'avaient pas encore pris au point où ils en sont maintenant. C'était il y a 10 ans. Et je voulais proposer plus d'imagerie de nanas avec des vrais corps en train de se trouver belles, elles, de la façon qui leur donnait du pouvoir à elles. Et ayant en plus encore un petit peu curvy, il y avait un cassage de code et beaucoup de nanas, quand je publiais rien qu'une photo de pin-up
très lisses, avec rien qui dépasse, qui venaient me dire que ça leur faisait du bien de voir ça pour réérotiser leur corps. Et à côté de ça, des consommateurs super cool qui trouvaient mon contenu chouette et que ça les excitait un petit peu et que des fois, peut-être, mais ils avaient la délicatesse de pas me projeter leurs fantasmes dessus et de pas trop me donner des détails. Des fois, peut-être, ils s'étaient peut-être fait une petite session solo après parce que je leur avais donné envie. Et ok, cadeau, ça me fait plaisir. Donc ce continuum où je créais du contenu et où je savais que ça faisait du bien à des gens et que des gens se faisaient du bien avec mon contenu ensuite existait. Quand je suis tombée face à une zone de tension financière vraiment particulière et les jolies lingeries que j'avais accumulées depuis plusieurs années, j'ai commencé à les revendre, les jolies chaussures, les machins, toutes les parures, et ça s'est vu. Ça s'est vu sur les réseaux, les gens s'en sont rendus compte, et il y a des personnes dans mon audience qui m'ont dit « on veut t'aider en fait, où est-ce qu'on peut t'envoyer de l'argent ?» Ils sont dingues, bisous, cœur. Ils sont encore là, je sais. Et ma communauté m'a payé mon loyer, quoi. Pendant 3 mois, ils m'ont sorti de là où j'étais. Et Patreon est né à ce moment-là. Et encore aujourd'hui, c'est pas énorme l'argent que je tire des photos que je fais, mais c'est du 400-500 € tous les mois, que je peux réinvestir immédiatement dans des projets. Je paye les gens qui collaborent avec moi maintenant pour continuer à produire le contenu qui me plaît. Ça veut dire que si je fais venir une maquilleuse, elle sera payée. Ça veut dire que je paye moi-même la chambre d'hôtel. Ça veut dire que le photographe est défrayé. Ça veut dire que tout le monde est là pour faire un truc qui lui plaît et qui politiquement est engagé dans le sens qui lui convient. Même si, effectivement, il s'agit que de produire une jolie photo de nana à poil. Mais politiquement, ça nous plaît. Et que tout le monde est rémunéré pour son temps, et ça me fait du bien. Merci. Alors, moi, j'ai été beaucoup influencée par le cinéma, et parce qu'en fait, la prostituée ou la travailleuse du sexe, parfois est présentée sous un jour qui, moi, me faisait rêver, parce qu'il y avait ce métier d'aventurière qui était hors norme, avec cette liberté qu'offrait... Enfin, qui semblait offrir ce métier-là, le pouvoir aussi que ça pouvait donner sur les hommes. Et puis, j'avais un physique aussi qui était... Enfin, j'étais vraiment déjà dans la séduction, et je me rendais compte du pouvoir que je pouvais avoir sur la jante masculine. Mais je te raconte ça il y a hyper longtemps, tu vois. Et donc, je tape sur Internet, genre il y a 15 ou 20 ans, agence d'escorte. Et là, je tombe sur pour devenir agent de sécurité. Et il n'y avait que ça, en fait. Tu vois, tu ne trouvais pas, tu trouvais rien, en fait, lié à l'escorting. Donc, ça n'a pas été tellement plus loin. Mais j'avais quand même toujours cet intérêt pour la sexualité, que moi, déjà, je ne trouvais pas sale, mais au contraire, qui pouvait être une forme d'empowerment. Et donc, j'ai créé des événements, Erosticratie, l'Erosphère, etc. Et à cette occasion-là, j'ai rencontré une très jeune fille qui avait 18 ans, qui s'appelle Yumi, qui est une jeune femme remarquable, très bien construite, avec une pensée absolument... Enfin, moi qui m'époustoufle. Ça se dit? Oui. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu ce mot. Époustouflante, ça va être mieux. Et elle, en fait, ça a été son choix. Et à 18 ans et à un jour, elle a fait sa première passe, en fait. Et elle m'a parlé de cette activité, et ça m'a plu. Et bon, je dominais déjà, et donc c'est vrai que quand tu te lances, c'est pas évident, parce qu'il y a pas, tu sais Première pas où trouver de l'information, puis c'est dangereux aussi. Enfin, bon, tu sais pas vraiment. Et donc moi, j'avais trouvé le truc de le faire avec une autre amie, et puis au fur et à mesure, en fait, comme toi aussi, j'avais fait moitié. Enfin, je me lançais dans le métier, et en même temps, je gardais mon métier salarié. Moi, j'étais cadre, j'ai travaillé dans le milieu de la politique, du lobbying, des ressources humaines, donc des métiers comme il faut, qui sont censés être épanouissants, mais qui ne l'étaient pas, en fait. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai monté ma clientèle, et j'ai arrêté de faire ce que je faisais auparavant pour me consacrer entièrement à l'exercice
du métier. Et donc maintenant, ça va faire 8 ans et je n'ai jamais gardé un poste si longtemps. Et je me suis rarement carrière. ennuyée. Le mot, c'est sympa, c'est pour ça, non? Ouais. Mais voilà, j'ai troqué la sécurité contre une liberté, mais une liberté qui a quand même un prix. Je pense que tous les entrepreneurs ou les freelances doivent comprendre ce que je veux dire par là. C'est que tu as quand même une insécurité qui va avec. Et là, d'autant plus parce que le métier n'est pas reconnu et il y a une forme d'hypocrisie aussi réglementaire. Mais j'imagine que nous allons y venir. Je serais déçue si on n'y venait pas. Moi, je viens aussi d'un parcours salarié qui m'a déçu. J'ai choisi dès mes études de faire de l'écologie parce que j'y voyais une façon d'y mettre du sens dans le métier que je choisissais, du sens pour le monde, pour les humains, enfin voilà. Et en fait, j'ai fait des employeurs privés, associatifs, privés quand même, mais associatifs, publics, en ne voyant nulle part en 20 ans d'écologie que je trouvais sincère, quoi. Je me suis dit, bon, l'écologie politique m'a l'air encore pire que l'écologie scientifique. Au niveau sincérité, c'est très difficile de faire le tri. Vers 2015, je me suis dit, bon, il faut que je me casse de ce boulot avant qu'il me mange, quoi. J'ai posé candidature à Man in a Box, qui est donc l'équivalent de tout ce que tu relatais sur, tiens, et si je cherchais une agence d'escorte. Une expérience qui m'a pas du tout convenu. On n'est pas là pour descendre qui que ce soit, mais qui m'a pas convenu, quoi. Après, j'ai tenté un peu d'explorer le sujet sous l'angle du BDSM, mais en fait, en me rendant quand même très rapidement compte que c'est un marché de femmes pour les hommes avant d'être autre chose. Il y a peu de BDSM masculin qui soit monétisé, enfin vendu, quoi. Donc c'était encore pas le bon contexte et là, enfin le bon prisme. Et là, depuis 2 ans, je développe une approche plutôt accompagnateur, sexothérapeute, comme dirait une amie commune, un ami commun, ce que j'aime beaucoup comme mot. Et on m'a souvent plusieurs fois demandé pourquoi j'avais pas fait de sexothérapie, enfin de devenir sexothérapeute, pardon. Et je crois qu'en fait, le sexothérapeute, il s'impose la ligne rouge de ne pas toucher les clientes, alors que le sexothérapeute, il ne s'impose pas de ligne rouge, il peut quand même faire de la thérapie tout en touchant. Vous voyez ce que je veux dire? On a accès à deux boîtes à outils. Et je crois que c'est... j'y crois de plus en plus, en tout cas. Je n'ai pas de certitude, mais j'y crois de plus en plus. Je crois qu'on est en train, peut-être tous autant qu'on est un petit peu, d'ouvrir une boîte au sein de la psychiatrie qu'on ne voulait pas regarder, quoi. C'est-à-dire de regarder l'intérieur du moteur de la libido. Et on est aux premières loges pour regarder ça à l'œuvre, je crois. Et puis, pour finir, je dirais qu'on m'a beaucoup questionné sur l'apparente absence de cohérence entre écologie et TDS. Bon. En fait, j'ai fini par trouver, peut-être c'est juste une astuce rhétorique que je me fais à moi-même pour mettre du sens, hein. Mais en fait, je travaillais avant avec les relations entre les humains et la nature qui les entoure. Maintenant, je travaille sur la relation entre les humains et la nature qui le contiennent. C'est là que je vois un lien, en fait. C'est-à-dire que j'irais bien dans la libido notre animal intérieur. Et donc, je pense qu'en fait, en faisant la paix avec notre animal intérieur, on peut faire progresser l'écologie globale. Et inversement, en faisant la paix avec la nature, faire progresser notre libido. Mais bon, ça, on rentre dans mes croyances après. Je sais pas ce qui est le plus intéressant. Si j'écoute vraiment mon cœur de novice sur le sujet, j'ai envie de poser 12 millions de questions probablement bêtes que vous avez entendues plein de fois, genre mais il y a plein d'autres boîtes à monter. Pourquoi monter ce type de boîte-là? Enfin, j'entends le côté entrepreneur, etc. Parce que c'est un truc, enfin le côté en tout cas pas salarié. Vous avez forcément parlé d'entrepreneuriat, mais en tout cas pas salarié. Je le comprends et je relate à 100%. J'ai envie de poser des questions sur les sommes engagées. J'ai envie de poser des questions sur quels sont les différents types. Là, vous avez déjà, moi, j'ai déjà entendu du jargon. Quels sont les différents types de travail du sexe qui existent. Je me demande en fait un peu, vous, quel élan vous avez par rapport à ce que je viens de vous dire là? Sur quoi vous auriez envie qu'on aille? Est-ce que vous pensez que c'est pertinent qu'on se pose la question de quels sont les différents types de TDS On peut les énumérer, quoi. Mais... Ouais, on peut expliquer ce qu'est le travail du sexe, ou en tout cas considéré comme travail du sexe. C'est vrai que ça peut être un bon point de départ, je pense. Je pense que tu es la meilleure personne pour ça.
Disons, tout ce comment tu définirais le travail du sexe? Et puis nous, ce que je propose, c'est qu'on complète. Ouais, alors ça te va? Dans le syndicat du travail du sexe, en fait, on parle de T'en métier. fais partie ou tu le... Moi, j'en fais partie. Ok. J'étais membre du conseil d'administration. Je me suis... Enfin, c'est très prenant, la cause, parce qu'en fait, on milite et on voit que les choses s'empirent, en fait. Et c'est nerveusement, le militantisme, c'est quand même quelque chose qui... Des fois, on a envie de poser les valises quand même. qui est très coûteux. Donc, je reste très proche, mais je ne souhaite plus être dans le conseil d'administration. On le définit, on parle des métiers du sexe parce que il y a bien des métiers, il y a bien des compétences, il y a bien des savoir-faire, et on va dire qu'il y a différentes branches. Il y a donc là surreprésenté la domination professionnelle. Il y a... Désolée, on a un prisme dans nos connaissances. Mais on est aussi représentatif aussi du métier choisi, blanc, privilégié, qui avons fait des études, etc. C'est clair. Alors qu'il y a majoritairement, c'est plus des personnes de nationalité étrangère, peut-être sans papier, qui exercent le métier, peut-être pas par choix comme nous on l'a fait, mais on y reviendra aussi certainement. Parce que tout ce qui est virtuel, donc la cam, les photos... acteurs porno, je ne sais pas si on peut les mettre dans les virtuels. Les performeurs. Acteurs et films porno. L'escorting. Alors l'escorting en appartement, et après on va parler de prostitution de rue. Voilà. Et puis après, j'ai l'impression que chacun aussi développe des spécificités, et notamment une qui visiblement commence à prendre de plus en plus d'ampleur, c'est la sexithérapeute, donc qui mélange en fait l'accompagnement, l'accompagnement de l'intime, pas uniquement avec des mots, mais aussi avec du verbal. Et puis, je parlerai aussi de la dernière catégorie, qui sont les accompagnants sexuels pour les personnes en situation de handicap. Voilà. Tu vois, j'aurais pas... Mais évidemment, Et puis, après, il y a aussi d'autres ramifications, mais nous, on n'y a pas trop accès, puis c'est pas considéré comme ça. C'est ce qu'on appelle le survival sex. Où là, on est plus sur de l'échange de services, et peut-être que vous avez vu dans des petites annonces, propose location d'une chambre contre service. Et en fait, certains services sont d'ordre sexuel. D'ailleurs, il y a un livre qui en parle très bien, celui de Pauline Verdusier, je crois que ça s'appelle Mauvaise fille, et je vous conseille vraiment de le lire, parce qu'elle balaye vraiment très bien toutes ces catégories, en fait, tous ces métiers. Précisons d'ailleurs qu'ils se chevauchent tous quelque part. Hein. C'est-à-dire qu'on peut être amené à performer de la soumission en tant qu'escorte femme, en tant qu'escorte homme. On peut être amené à avoir des vertus thérapeutiques tout en étant la domina d'un client. Enfin, tout est interpénétré, hein. C'est pas cloisonné, mais c'est une façon. C'est juste une typologie qu'on propose. Voilà, c'est une typologie qu'on propose pour comprendre la nébuleuse TDS, mais dès qu'on rentre dedans, on se rend compte que toutes les choses sont interpénétrées les unes les autres. Mais je suis contente que ces étiquettes existent quand même, parce que quand on connaît rien comme ça permet quand même de mettre des mots sur les choses. Mais je suis complètement d'accord que c'est comme tout. C'est encore notre fameux spectre qui nous suit depuis le début dans toutes les thématiques qu'on utilise. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de recoupements partout. Et du coup, est-ce que vous voyez des choses à compléter sur les... Je voulais dire aussi que même si je prends mon expérience en tant que dominatrice, en fait, on nous demande aussi d'avoir plusieurs capacités. Parce que moi, je fais de la photographie, je fais de la promo, je fais du secrétariat, je fais du tri. En fait, la séance, en soi, c'est une petite partie, c'est 10% de mon temps de travail. Tout le reste demande beaucoup de compétences qu'on ne m'a pas inculquées et que j'ai appris sur le tas. Du coup, moi, la question qui me vient là, en vous entendant sur ces différents métiers, etc., c'est qui sont ces clients qui viennent vers vous, et quelles sont leurs intentions, pourquoi ils viennent, je vais pas reformuler, je suis la pro de reformuler 15 fois les questions, mais je pense qu'elle était claire. Donc, je sais que la fatigue... Je vais sauter sur ta question pour recentrer un débat, parce qu'en fait, souvent, on parle de clients masculins et prestataires de sexe
de sexe plutôt féminin. Or, en fait, d'ailleurs, Sacha, tu es là, mais moi, je peux aussi avoir des clientes ou des couples. Et il y a aussi, on voit bien, hein, des hommes, des femmes, des non-binaires qui exercent le métier du sexe. Et alors, quels sont les clients moi, je vois plusieurs catégories. Il y a déjà ceux qui viennent réaliser un fantasme. Enfin, en tout cas, dans la domination, hein. Ouais. Ils viennent réaliser un fantasme, une envie. Il y a des personnes aussi qui n'ont pas la possibilité d'approcher et de toucher des corps de manière gratuite. Et donc, qui vont rémunérer quelqu'un pour avoir une approche du corps. Je crois que c'est à peu près les deux typologies, mais j'en ai certainement oublié. Il y en a qui sont en adoration aussi. Je sais qu'il y avait plusieurs clients qui n'avaient pas pensé au fait de consommer une séance avec une travailleuse du sexe. Et c'est en parcourant les réseaux, en voyant les photos, que là ils se sont dit « Ah, ça me tente, cette personne-là m'inspire ». Et donc ça, c'est des gens qui restent vraiment réguliers. Pour le coup... Globalement, c'est... Pardon. Non, c'était bon. Ouais, c'était bon. Globalement, c'est hyper touchy de répondre à cette question parce qu'en fait, dès qu'on répond catégorie, enfin moi, ça me trigger quand j'ai cette question dans le contexte journalistique. Là, c'est pas le cas, mais parce que je sens que le journaliste attend que je réponde. C'est des femmes comme ça qui viennent me voir, ou c'est cette femme-là qui vient me voir, ou c'est la femme, quoi. Et comme j'ai pas envie qu'on m'emmène dans ce piège-là, j'essaye d'affiner le truc. Et en particulier, moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je rencontre une nouvelle cliente, je pourrais inventer une nouvelle catégorie, quoi. C'est clair. En fait, je crois que ce qui m'intéresse, moi, dans cette question, quand je pose cette question-là, c'est vraiment de comprendre, parce qu'on parlait de thérapeute, sexothérapeute. J'adore ce mot, c'est génial. C'est justement ça qui m'intéresse, c'est finalement pas tellement ce genre, quelle est sa catégorie socio-professionnelle, quel est son âge ou ces choses-là, mais plus vraiment, qu'est-ce que la personne vient chercher et qu'est-ce qu'elle peut trouver. Et j'imagine que là encore, c'est très personnel, mais je pense qu'il y a des choses dans vos expériences qui reviennent, j'imagine. Et je peux peut-être d'ailleurs te poser la question, juste si tu as envie de répondre à ça. Toi, quand tu as envisagé d'aller vers la prostitution, qu'est-ce qui t'y a amené? Moi, je dirais... Enfin, pour moi, il y a peut-être deux facteurs qui ont joué. Enfin, il y en a un, c'est plus le fantasme. Et enfin, notamment à travers les pornos, les choses comme ça. J'ai déjà vu des vidéos, là j'ai perdu le nom, mais de massage à la japonaise, si, avec du gel Nuru, un truc comme ça. Enfin, un truc hyper spécifique en fait, où je sais pas, j'avais pas. Il y avait ce truc en fait de, il faut du matériel, il y a les trucs pour ça, etc. J'ai pas envie d'acheter un matelas gonflable juste pour ça. Le truc, je sais pas comment ça se fait, et il y a ce truc de tiens, en fait, suffit de taper sur internet pour voir qu'il y a des personnes qui proposent ça, enfin des sites où c'est possible, simplement de prendre rendez-vous. Et il y a cette question qui se pose, tiens, est-ce que j'irai vers ça, quoi. Donc, il y a ce truc de fantasme, et il y a ce truc aussi pour moi où c'est très important pour moi dans les relations de sentir qu'il y a vraiment quelque chose d'équilibré dans la relation. Et au niveau sexuel, je sais que j'ai des fantasmes des fois d'être plus dans le fait de juste recevoir, le fait de juste être passif, recevoir, et quand j'ai pas de partenaire qui est, si j'ai pas une partenaire qui est inspirée, excitée par ça, il y a cette idée, le fait de payer, en fait, c'est aussi ce qui vient créer un équilibre où la personne en face, même si ce n'est pas ce qu'elle aime spécifiquement, juste le fait de donner, en fait, elle a envie de le faire parce que c'est juste pour elle en termes d'équilibre aussi. C'est super intéressant la partie sur, entre autres, là, ce que tu dis sur le fait de ne pas avoir accès à quelque chose, genre typiquement là, ce que tu disais, on en revient aux compétences, mais en fait, c'était une compétence particulière que tu ne peux pas forcément avoir auprès d'une de tes partenaires. Après, il y a des pratiques qui ne sont pas forcément les mêmes. Enfin, c'est des compétences, mais ce n'est pas forcément à mettre au même niveau que les savoir-être clés du métier. Je veux dire que savoir donner un coup de fouet est très important, par exemple, pour une dominatrice, mais beaucoup moins important que ton savoir-être, la façon dont tu es assertif dans ta personne, etc., quoi, je crois. La nature du coup de fouet en soi, on n'a pas besoin d'être ceinture noire, 10e dan de coup de fouet, je veux dire, c'est futile.
C'est plutôt dans comment on va prendre la conversation en main dès la prise de contact, avec quel tact, mais en même temps habileté, on va l'amener. Et je crois que c'est des compétences préliminaires, enfin des préambules nécessaires aux compétences du type telle huile, tel massage, telle pratique rarissime, j'en sais rien. Oui, Qu'on peut tous avoir par ailleurs, hein, des petites pratiques comme ça. Moi, j'ai, je sais pas, un rendez-vous sur 10 peut-être, qui est lié à une pratique très spécifique que j'ai portée à un moment autour du cellophane, etc., que je pratique toujours. Mais ça ne représente pas du tout... ma clientèle ne vient pas me voir pour ça, généralement. Elle vient pourquoi les 90% des gens, c'est... Ben là, ma clientèle actuelle, elle n'est plus du tout la même que celle d'il y a 3 ans. Aujourd'hui, je travaille avec des femmes qui sont en difficulté dans leur... qui estiment elles-mêmes être en difficulté dans leur sexualité. Principalement. Pas seulement, mais principalement. Donc, je travaille avec des femmes qui peuvent être des échecs de la sexothérapie ou bien pour lesquels leur sexothérapeute carrément leur suggère d'aller voir, de trouver un pro en complément parce qu'il ne veut pas passer à l'acte, quoi, je veux dire, à un moment donné. Il y a des choses comme ça qui peuvent se jouer. Bon, du coup, je suis aux premières loges pour voir un peu les dégâts que les hommes peuvent faire. Malheureusement. Ça donne que, je sais pas, je pense que 90% de ma clientèle est soit victime de viol ou du moins d'une relation toxique avec un homme à un moment donné, au moins une fois, quoi. Voilà. Et quand je dis 90%, je suis peut-être mignon, c'est peut-être plutôt 95. Mais en même temps, c'est un prisme. Je veux dire, si je décide au fur et à mesure de m'affirmer accompagnant, de m'affirmer dans le thérapeutique, forcément, je mets des lunettes qui réduisent mon champ visuel sur les femmes qui ont besoin de ça. Mais en même temps, quand on se demande quelle est la clientèle féminine aujourd'hui, eh ben... Déjà, elle est juste 100 fois moindre, déjà. Et ensuite, il faut justement la découvrir, la définir, parce qu'on ne sait pas ce que c'est la clientèle féminine d'aujourd'hui, quoi. Quand les femmes, elles sont pas... Oh, pardon. Merci. Quand tu parles de tes clientes, ça ramène à la même catégorie qui travaille avec moi sur une autre partie, qui n'est pas catégorisée sex work, mais donc je suis coach sur les sujets de sexualité, et je me retrouve à guider des pratiques sexuelles avec mes clientes, parce que c'est quelque chose qu'elles ne peuvent pas obtenir avec un partenaire régulier souvent, et c'est des gens qui vont évidemment assez rapidement se retrouver dans une situation où elles pourraient faire appel à Sacha, parce que pouvoir se recentrer sur soi pendant un rapport et se retrouver libéré des contraintes du patriarcat, des enjeux de pouvoir, du fait de performer ou d'être féminine ou d'être mince ou d'être belle ou d'être suffisamment obéissante ou suffisamment désirable sous un autre aspect, c'est épuisant. Et je me retrouve avec des femmes qui ont plus de sensations dans leur vagin, par exemple. Donc on en arrive aux pratiques de déarmoring dont on parlait plus tôt, où c'est important de libérer les tensions et les traumas. Et on a vraiment une frange de la population qui va chercher des accompagnements, un approfondissement, qui remettent en question en ce moment leur sexualité, qui sont prêts à travailler dessus. Dans le meilleur des cas, si jamais ça leur correspond, ils arriveront à trouver des accompagnements qui leur permettent de le faire avec, moi j'aime bien dire les mains dans le cambouis, ça nous fait rire, mais ça correspond peut-être pas à tout le monde, mais avec les mains, avec le corps, aller dans une pratique incarnée et pas seulement de la théorie. Et c'est bien quoi, que ça commence à être accessible, parce qu'il y a des gens qui ont vécu des vies assez tristes à chercher et à pas pouvoir trouver. Ouais. Alors, paradoxalement, c'est bien que ce soit de plus en plus accessible, et c'est délirant que ces gens-là tombent sous le coup de la loi aujourd'hui. Moi, une patiente qui a, je sais pas, qui a des verrous mentaux autour du plaisir clitoridien, par exemple, et que c'est son sexothérapeute qui me l'envoie. Si la police la prend en flag, elle est passible d'une amende salée. Oui. Et là, on se rend bien compte à quel point. Du coup, ça nous amène sur la loi. Mais ouais, voilà. Au lieu de payer son psy pendant 10 ans, la Sécu devrait lui payer ses 4 rendez-vous avec toi. Et donc ça, c'est un peu délirant, parce que ça donne l'impression qu'en fait, justement, c'est peut-être le TDS le moins masqué, qui avance le plus en pleine lumière, qui risque le plus de se faire gauler, en fait, quoi. Alors que celui qui fait un ninja dans la rue risque moins. Enfin, je sais pas, il y a un truc bizarre avec cette loi, mais bon, il n'y en a pas qu'un d'ailleurs. On y va du coup sur cette thématique. Je vous vois.
Bah, c'était pas forcément pour la main. En plus, il me semblait que tu avais un truc à dire après. Non, mais en fait, c'était tout à fait ça. Enfin, les femmes s'autorisent moins en fait à vivre et à payer pour leurs fantasmes que les hommes qui n'y voient pas en fait. C'est tellement entré dans les mœurs, c'est tellement quelque chose qui est inscrit que pour eux, il y a quasiment pas de difficulté. Mais c'est vrai que ça reste caché et honteux de ce que de plus en plus. Je connais moi en tout cas. De plus en plus. J'ai mon prisme aussi, mais j'ai quand même l'impression que c'est hyper honteux d'aller dire en fait, je suis allée voir une prostituée, je suis allée voir une domina, je sais pas. Oui, mais avant, il y avait les danseuses de l'Opéra de Paris au début du XXe siècle. Il y avait les courtisanes. Et ça l'était un peu moins. Là, c'est vrai que la législation fait que ça l'est de plus en plus. Et qu'il y a aussi ce prisme éthico-moralistique qui fait que effectivement aller voir un travailleur ou une travailleuse du sexe est quelque chose en soi de honteux, alors que quelque part on a une légitimité sociale en fait, parce que le service qu'on apporte est un service bien spécifique de réalisation de fantasmes, d'accompagnement sexuel, d'éducation sexuelle, qu'aujourd'hui on ne trouve pas, et que les pornos, etc., véhiculent quelque chose qui n'est pas de l'ordre pédagogique. C'est dinguerie, et ça me tue que je facture 150 balles de l'heure pour faire de l'éducation sexuelle, que plusieurs professionnels par ailleurs sont obligés de faire illégalement. J'ai un numéro de siret, bordel. Tu parlais de est-ce qu'on est assez svelte, est-ce qu'on est assez ci, assez ça, et tu parlais de désirable. Et ça me fait penser à un regard qu'on peut avoir sur la différence entre l'approche homme, l'approche femme en tant que clientèle. C'est que j'essentialise pas la femme, je parle du genre et de son carcan social, d'accord. Donc, le genre femme t'assigne à être désirable. Le genre homme te réduit à être désirant. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, vous réduit à être désirable, nous réduit à être désirant. Plusieurs fois dans les talks. Et du coup, on a ce problème-là qui apparaît chez beaucoup de nos clients, je pense. C'est-à-dire que l'homme désirant sait plus quoi faire de son désirant à un moment donné, et il va se tourner vers une professionnelle parfois. Et la femme désirable qui ne sait plus comment être désirable, ou qui se trouve indésirable, ou qui est détruite dans son désirable, eh ben, elle a besoin parfois d'un professionnel. Sauf que pour l'instant, la société ne lui dit pas que c'est possible. C'est rarissime. Sauf si tu es thérapeute et tu n'as pas le droit de mettre les mains. Voilà. Et donc, tu peux lui expliquer pendant 10 ans comment on fait un orgasme, mais sans qu'elle en ait eu un. C'est vachement constructif. Ça, c'est un truc moi, que je vois aussi beaucoup dans ma pratique personnelle. Enfin, je suis coach aussi, mais coach de vie. Et j'ai pas mal de clientes qui viennent pour un truc qui n'a rien à voir, genre leur couple ou leur poids ou l'arrêt de la cigarette. Et puis, à un moment donné, elles arrivent et elles me disent « Au fait, j'ai jamais eu d'orgasme de ma vie, elles ont 55 ans. » Et on en parle. Et on se retrouve à coacher là-dessus. Et du coup, moi, c'est un peu l'a priori que j'avais avant de discuter avec vous, c'était pour moi les personnes qui se tourneraient vers ces métiers-là, ce sont ces personnes-là, en fait. Ces personnes que moi j'ai en coaching. Bon, j'imagine dans d'autres... Enfin, pour les hommes, ça serait prononcé et formulé d'une manière qui est différente. Et je trouve que tu as très bien résumé avec cette histoire de désirable, désirant. C'est exactement quelque chose auquel j'adhère. Mais c'est en ça que moi, je m'attendais, et c'est là que j'aimerais bien savoir si c'est votre expérience de ça, ou si c'est juste mes stéréotypes à moi que je vois de mon côté avec mon prisme de coach et tout. Mais j'ai la sensation qu'aujourd'hui, finalement, il y a quand même une recherche très de care et d'émotionnel et de développement personnel presque, ou alors, en tout cas, pour les personnes qui sont privilégiées, qui se tournent vers ces métiers-là, mais un besoin thérapeutique. Est-ce que c'est ça que vous ressentez, ou est-ce que c'est autre chose, quoi? Moi, je pense que la plupart des clients qui viennent me voir, c'est des gens qui veulent pas ou peuvent pas vivre cette sexualité-là dans leur... Donc c'est encore plus bas dans l'échelle des besoins, quoi. C'est vraiment genre un besoin Oui, ouais, ça peut être aussi juste physiologique. Et c'est vrai qu'en fait, se tourner vers un pro... Après, j'aime pas la notion de besoin physiologique quand on parle de sexualiser. Moi, ça me... On dit que c'est un truc. On dit que la sexualité n'est pas un besoin parce que tu vas pas mourir si tu n'as pas de sexe, contrairement à la respiration et la nourriture. Ouais. Mais on peut parler de la pulsion, par contre. Il y a une certaine forme d'épanouissement. Ah oui, bien sûr, oui. Non, mais j'écarte pas ça du tout. Je sais plus où j'étais dans ma phrase. Tu disais qu'ils peuvent pas le faire. Tu disais qu'ils peuvent pas le vivre ta dans leur clientèle, vie. c'est plutôt qu'ils pouvaient pas le vivre dans leur vie
Et oui, de faire appel aussi à une pro, ça leur permet aussi de la facilité. Ils n'ont pas besoin d'aller draguer, ils n'ont pas besoin d'aller... ils ont une vie de famille, ils n'ont pas besoin d'ouvrir leur couple au polyamour. Enfin, ça, il y a plein de choses auxquelles ça rend quand même leur vie peut-être plus facile, en tout cas, je pense. Et sinon, oui, bien sûr, après, j'ai des très belles histoires avec des clients qui viennent me voir régulièrement, où je sens que les faire évoluer sur plein de choses, leur redonner confiance en eux aussi, souvent, des fois. Ils ont besoin de se sentir regardés, aimés, et puis c'est très encourageant aussi de montrer qu'on est fier d'eux. Voilà, les paroles sont très très fortes des fois. On les accueille dans leur fantasme qu'eux n'assument pas. Ouais. Et c'est vrai que le fait de faire appel à une prestation tarifée, c'est assez sécurisant, je trouve, pour eux je et pense. pour elles. Enfin, parce que en fait, le versement de l'offrande... J'aime pas ce terme-là. J'ai horreur de En fait, une offrande, t'attends rien en retour, alors que nous, c'est notre travail. Ouais, c'est assez particulier. Enfin, c'est pas non, c'est mon... Je savais même pas qu'il y avait ça. Enfin, non, une offrande, t'en fais toute ta vie en espérant que Dieu existe. Ça. C'est encore pire. J'espère que ça va venir, mais normalement non, avec une offrande. Mais il y en a plein des clients qui aiment pas, de toute façon, parler vraiment frontalement d'argent. Non, mais pourtant, je pense que c'est aussi sécurisant pour eux parce que ça rentre dans ce cadre. C'est-à-dire que c'est le versement donc, de cet argent qui met en place la relation. Et à partir du moment où il n'y a plus cet argent, il n'y a plus cette relation. Et donc, tu n'as pas le risque d'avoir quelqu'un qui tombe amoureux. Qui tombe amoureux, qui te fasse du chantage, qui mette en danger ta vie. T'envoies des SMS pendant que ton mari est là. Ouais, voilà. Je crois que c'est aussi beaucoup ça, quelque chose qui peut rentrer en ligne de compte, en fait. Bien sûr. Et puis, oui, parce que parfois, fantasme non assumé, et donc voilà, là, il se circonscrit, tu vois. Il y a de l'argent, je le fais, et hop, je ne paye plus, je suis plus en danger. C'est spécifiquement une femme, prenons une femme X dans la société, si elle existe sur les réseaux sociaux, si elle existe dans la rue, elle croise la demande masculine du matin au soir. Donc, pourquoi irait-elle payer un mec? Il suffit qu'elle ouvre sa porte aux 200 qui réclament. Et bon, comment nous, en face, comment on peut dépasser, on en parlait au tout début, l'impression d'être un usurpateur, quoi, de ça, et comment on prend cette place-là? Je crois que justement, ce que je vends, moi, c'est pas mon érection, mais la sécurité qu'elles ont. C'est-à-dire que principalement, c'est ce que tu disais là, c'est le fait de payer, elles se disent, au moins, celui-là, c'est un pro, il va pas me toucher là où je veux pas, ou continuer si je veux qu'il s'arrête. Et donc, entre guillemets, c'est la facture sécurité que je représente, pas la facture... Un cadre. Pas en premier la facture désir, excitation, orgasme. En premier, c'est le cadre. Dis donc, on peut peut-être s'exprimer de façon safe avec ce mec-là pour lui dire ce que j'ai envie, mais pas envie, jusqu'où et pas au-delà. Et je crois que le cadre financier permet à ces doléances-là d'apparaître très clairement, alors que dans le cadre séducteur, elles sont non dites, elles sont tacites. Que quand tu prends un préambule de plusieurs heures avec une cliente ou un client, tu vas pouvoir poser et verbaliser les limites. Et donc, cette précaution, elle rend plus tard le rendez-vous sain. Au lieu d'être... souvent, il y a un préjugé, un auto-préjugé de la cliente ou du client en mode « je vais avoir honte », on disait tout à l'heure, c'est pas forcément bien assumé. N'oublions pas qu'il y a aussi des conjoints dans l'histoire, c'est peut-être parfois pour ça qu'on n'assume pas. Mais du coup, c'est le cadre safe, quoi. L'argent fait partie du cadre safe. Oui, c'est ce que disais tout à l'heure, c'est l'échange de pouvoir, enfin, on est à égalité à ce moment-là, quoi. Il n'y a pas une attente d'un retour de la part de la personne. Émotionnellement. J'ai l'impression qu'on est sur deux trucs légèrement différents. Enfin, pour moi, il y a clairement ce truc sécurisant. Après, pour moi, c'est pas... Enfin, en tant qu'homme, du coup, personne socialisée homme, c'est pas si j'allais payer, enfin, si je décidais de le faire, ça serait pas, pour moi, tant cette recherche de sécurité, c'est plus cette recherche de... il y a... Enfin, je sais que c'est juste pour la personne en face, que l'échange est équilibré et que je suis pas... Il y a un petit peu ce truc de... je vois que j'ai du mal à mettre les mots dessus. Réciprocité?
de réciprocité, mais il y a... je vois qu'avec tout ce qui touche aussi à la culture de la séduction, la culture du viol, les choses comme ça, je sais que moi j'ai une peur dans les rapports de séduction de m'imposer, de prendre qu'il y ait un truc qui soit pas juste, et que je mets beaucoup de barrières, de recul par rapport à ça, pour m'assurer quand j'ai des relations qu'elles soient saines. Et là, le fait de payer, de discuter avant, de poser le cadre, ça permet de s'assurer en fait que c'est juste des deux côtés, y compris pour moi, et qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui est attendu de moi aussi, quoi. Juste rapidement, je disais tout à l'heure désirant désirable. Là, dans ton approche de ce que tu fais, ton approche de toi-même, en fait, inverse le désirant et le désirable. Tu leur proposes d'être désirable. Si tu es passif, c'est que tu es désirable. Tu comprends? Chose à laquelle, en tant qu'homme, c'est difficile d'accès, en fait. On doit, mais je pense que on doit être désirant et pas le désirable. Pour que tes voisines osent s'affirmer dominatrices, à un moment donné, il a fallu qu'elles détruisent, qu'elles démontent le schéma du désirable, strictement désirable en elles, pour s'emparer du désirant. Et réciproquement, au masculin, il faut casser ton désirant comme étant ton seul recours pour ouvrir le désirable. Quoi. Et du coup, quand tu ouvres le désirable, tu as accès au séduisant sans passer par le séducteur. Mais c'est un autre sujet. C'est super passionnant, moi, je trouve. On avait passé une bonne soirée. On a été profond sur le sujet et je pense que sur la consommation de nudes, qui est beaucoup moins engageante, c'est peut-être pas pertinent d'aller parler de pourquoi les gens viennent me voir. Non, j'étais en train de me demander comment nous lancer sur la partie un peu plus politisée qui m'intéresse aussi. J'allais vous poser la question, mais j'ai vraiment l'impression que mes questions ne sont pas forcément les plus pertinentes, donc n'hésitez pas à me reprendre sur le vocabulaire et à reformuler. Mais une question que je me pose, c'est comment exercer dans un cadre sécurisant. J'ai la sensation que pour moi, c'est le rôle des lois de s'assurer que les gens sont en sécurité, et là c'est un peu un manqué quand même. Du coup, je veux bien votre avis, et sachant qu'on parle de la sécurité du client et on parle de la sécurité du professionnel. Voilà, je veux bien qu'on se lance un peu sur ce sujet-là, de ce que vous en pensez. J'aimerais bien ouvrir sur celle-ci, c'est OK? Parce que caché derrière mon écran et les kilomètres de distance, il se passe un truc qui est très différent. Donc j'ai une sécurité légale, juridique, financière. Je déclare les revenus que je fais avec ce que je fais et je suis taxée dessus. Yes, rien que ça déjà. Quelle chance. Mais il y a le revers de la médaille qui est très agaçant et dont on parle beaucoup entre productrices de contenu, notamment sur Twitter, c'est que les égouts d'Internet sont dans mes DM en permanence. Et il y a vraiment quelque chose au fait qu'une TDS professionnelle, une TDS aguerrie, saura très vite sortir de ses DM quelqu'un qui n'a pas l'air... Message direct, pour ceux qui ne sont pas habitués. Saura très vite sortir de sa messagerie quelqu'un qui n'envoie pas une vibe sérieuse et n'a manifestement pas l'air là pour booker un rendez-vous. Mais moi, si quelqu'un a envie de me harceler sur toutes les plateformes du monde, je poste tous les jours pour essayer de faire du revenu avec mes sets de photos et ça va être très facile. Et il y a les commentaires aussi, si jamais je le bloque et que je ferme mes messages, et c'est épuisant. Le shaming sur le corps, l'indignation en ce moment très très présente du milieu incel, du forum 1225 de jeuxvideo.com sur le fait qu'une nana puisse, je cite, poster son cul sur OnlyFans et faire 4 000 € par mois, est épuisant. Surtout que c'est beaucoup plus de travail que de poster son cul et ça rapporte beaucoup moins que 4 000 €. Je peux le dire, je suis dans le top 20% de OnlyFans et je fais que 500 balles par mois. Si tu penses à te lancer, le fais pas, ça vaut pas le coup. Pas pour ça, en tout cas. Enfin, pour autre chose, j'imagine. Dans le top 21% des meilleurs gagneurs, 500 balles. Pensez aux 80% qui... Pas pour les mêmes raisons, mais les gens de jeuxvideo.com m'arrivent aussi sur mes lives YouTube et c'est pareil. Moi, je suis multimillionnaire. Oui, évidemment. Félicitations d'ailleurs. De toute façon, tous les opposants au TDS présument de sommes mirobolantes. Hein. Oui. Moi, personnellement, je m'estime pas et que j'ai je nage dans l'argent parce que l'eau, j'en avais marre. Voilà. Attention, ça sent le métal. Ça mouille, tout ça.
Donc ouais, il y a quelque chose dans la relation avec le public et la sécurité du métier où c'est marrant parce que légalement j'ai le droit d'exister, mais par contre la haine vis-à-vis du fait que je puisse faire de l'argent et qu'en plus il est quantifiable. Aux États-Unis, il y a des déclarations d'impôts du coup de cameuses qui ont été exhumées et publiées en ligne. Ce qui n'aurait pas été le cas pour d'autres métiers en plus. C'est une haine très spécifique qui est compliquée à gérer. Et toi, comment tu te protèges, si tu te protèges, si tu arrives à te protéger aujourd'hui? T'éteins l'ordi. Je crois que j'ai atteint le stade Bambi en fait, les gens se sont attachés. Pour de vrai, j'ai vraiment... déjà, il reste plus que 20 personnes sur mon OnlyFans, j'ai carrément demandé à des gens de se désabonner. Genre, barrez-vous, on est bien entre nous. Et c'est des gens qui n'oublient pas mon anniversaire, qui prennent de mes nouvelles. Il y en a 2 qui se sont changés en clients coaching, que j'ai accompagnés sur leur recherche de l'orgasme cosmique ou de l'acceptation du plaisir ou de l'érection qui dure indéfiniment. Je les aime tellement. qui... Sur l'érection éternelle, tu pourras m'envoyer tes tips. J'aime bien, je crée des rencontres, c'est cool. faut savoir qu'on alors vit à échange 300 de mètres. services, non, c'est ça? On vit à 300 mètres, on est très très raté. Non, mais laissez-moi croire que... Tu rassembles quand même. Mais tu crois ce que tu veux, le fait qu'on soit voisins, ça t'apporte. Bien sûr. Donc ouais, je crois que j'ai atteint le stade Bambi en fait, parce que ça commence à être très facile de me connaître. J'ai versé beaucoup de mon personnel, que ce soit dans l'esthétique, dans l'esthétique énormément, dans le texte aussi, et je shitposte autant que je poste. Donc vous allez vous choper un mème sur le patriarcat en train de brûler le même jour qu'une recette de tuant de courgettes, j'en sais rien, mais ça va arriver. Et on va s'envoyer des cœurs avec les copines de Twitter. Coucou, copines de Twitter. Ouais, la personnalité transpire tellement que je pense que c'est bon, j'ai enfin atteint le statut humain. Et j'hésite pas à refuser l'argent des gens, et je pense que c'est suffisamment rare pour qu'on me foute la paix. Mais j'ai de la chance parce que j'ai un travail par ailleurs, que le coaching me soutient et que je peux me permettre. Finalement, je crois que la raison pour laquelle je fais des news aujourd'hui, et je suis très privilégiée là-dessus, contrairement aux jeunes filles de 20 ans qui le font pour payer leurs prêts étudiants, mettre un toit au-dessus de leur tête, sortir de la maison où il y a leur famille parce que c'est problématique, ou échapper à leur ex... sortir du domicile. Moi, je le fais parce que politiquement, j'ai toujours envie de continuer à produire du contenu sur lequel tu peux te masturber tout en pensant que le corps de la femme n'est pas essentialisé, le plaisir c'était le mien, le scénario c'était le mien, et j'ai payé mon équipe. Alors effectivement, le fait que nous ayons le droit d'exercer le métier, mais pas le droit d'avoir des clients. C'est génial déjà dans le concept. Oui, tout en ayant l'obligation de déclarer, bien sûr. Et l'argent, t'as fait 100 clients. Alors, oui, c'est ça, 100 clients. Donc tu t'enrichis 100 clients, mais tu dois déclarer. Ouais. C'est important. C'est ça. Ah oui. Bah oui. Bah oui. Tu es quand même imposable. Donc tu as le droit de manger des baguettes. Non, tu as le droit de vendre des baguettes, mais personne n'a le droit de manger des baguettes. Oui, mais tu as intérêt de déclarer comment tu vis à la fin de l'année. Oui, il n'y a plus de baguettes à un moment. Il n'y a plus de baguettes à un moment. Voilà. Quelqu'un les a mangées, mais personne. Très bien. C'est ça qui est un peu. Mais alors, attendez, je vais vous faire. C'est peut-être intellectualisant ou quoi, mais genre si on enlève l'émotionnel là-dedans, quelle est la raison d'être de cette loi et pourquoi, enfin de ce que vous avez compris, quel est le processus de pensée fucké qu'il y a derrière qui fait que cette décision a été prise? Parce qu'on est bien d'accord que c'est pas très logique. Non, mais ça vient du modèle suédois. Alors avant, c'était le travailleur ou travailleuse du sexe qui était pénalisé. Ouais. Donc c'était nous les méchants, etc. Et donc le paradigme a changé en 2016. Mais la raison, c'est la moralité, genre derrière? Oui, c'est la moralité parce que les abolitionnistes aussi développent la théorie que si on interdit totalement le travail du sexe, il n'y aura plus de vente de services sexuels. Mais ce qui est complètement illusoire en fait, puisque le fait de l'interdire ne fait que détériorer nos conditions en fait. Et même si tu légalises des choses, enfin, je pense par exemple aux gens qui travaillent dans le BTP, les travaux publics, ou alors des gardes d'enfants, ou alors des activités de ménage, etc. Il y a quand même des abus, il y a quand même de l'esclavage, et ça existe même si le métier est légalisé. Là, le fait qu'on interdit donc son exercice, non, on ne l'interdit pas, mais qu'on complexifie au maximum son exercice pour arriver à quelque chose de complètement ubuesque, rend nos conditions très, très, très compliquées. Et donc, nous, on exerce plutôt en appartement, ça va. Mais pour les personnes qui exercent en rue, donc tu n'as plus pignon sur rue, tu es derrière, dans les sous-bois. Et donc, c'est là, en fait, où tu tombes avec des clients
plutôt clients dangereux et c'est comme ça qu'on arrive à ce qu'il y ait de plus en plus de personnes qui soient victimes d'agressions ou même assassinées en fait. On n'en a jamais eu autant que depuis cette pénalisation du client. Il ne faut pas oublier que Sarko avait déjà exporté la prostitution à l'extérieur des villes, commençant ainsi à l'éloigner des réverbères et à la rapprocher des fossés, quoi, et à la mettre dans des camionnettes. Donc si on ajoute derrière ce paramètre-là, qui va continuer à aller traverser un petit bout de campagne dans le noir pour aller à une camionnette, à part des mecs sordides, en fait. Qui n'a pas peur de prendre 1500 balles d'amende? Le mec qui a déjà pris 20 ans. Pas 1500 balles d'amende de plus qui vont entacher son casier judiciaire. En revanche, le père de famille pharmacien qui veut pas que son épouse le sache, est-ce qu'il va prendre ce risque? Donc vous voyez, ça crée un crible sur nos clientèles qui va vers le bas, quoi. Et du coup, la raison d'être, là tu parlais du modèle suédois. Ah oui. Oui, en Pardon. fait c'est moi qui t'ai coupé du coup parce que j'avais ma question naïve, mais je veux bien te remettre dessus. C'est ni plus ni moins une exportation en fait de ce modèle-là qui considère que les clients et clientes sont des gens pervers, mal intentionnés et donc qu'il est nécessaire en fait de les punir. Je pense que c'est mal connaître en fait la population des personnes qui. Ouais, c'est une stigmatisation. Ouais, Et puis pour nous, donc au quotidien, ça nous rend effectivement, ça nous complique la vie puisque on est donc censé l'éviter. Parce qu'il y a aussi, à côté de cette pénalisation du client, il y a une définition très étendue du proxénétisme, et notamment ce qu'on appelle le proxénétisme de soutien, c'est-à-dire que, par exemple, si tu as un compagnon, ton compagnon, alors déjà, ne peut pas vraiment vivre sous le même toit que toi, mais si par exemple tu lui demandes de faire un backup, c'est-à-dire tu vas faire une séance et donc tu lui dis voilà, je t'appelle à la fin de ma séance, c'est ce qu'on appelle le backup pour s'assurer que ce soit bien déroulé, eh bien c'est considéré comme une participation à l'exercice du métier et en soi c'est condamnable au titre du proxénétisme. Le cliché, entre guillemets, elle est sous héroïne, on lui a piqué son passeport, on la bat tous les jours, et ça existe. Ok, mais la loi focus que là-dessus. Ouais. Donc du coup, on traite aussi des adultes de plus de 50 ans comme si comme s'ils avaient besoin du paternalisme de l'État, quoi. Et ce proxénétisme, donc avec cette définition étendue, est vraiment problématique. Et notamment en termes de logement, puisque dès lors que tu ne peux pas acheter ton logement, et déjà l'acheter c'est compliqué parce que tu ne peux pas te revendiquer travailleur ou travailleuse du sexe, donc il faut que tu crées toute une identité qui justifie tes revenus, enfin c'est déjà un travail. Donc souvent nous sommes locataires, et si la personne apprend, enfin ton propriétaire apprend que tu es locataire, à ce moment-là, il n'a d'autre choix que te mettre à la porte, parce que sinon il est poursuivi au titre du proxénétisme hôtelier. Et moi, je me suis fait agresser dans mon espace par une personne qui m'était proche et je n'ai pas pu aller porter plainte parce que je me suis dit, si je vais porter plainte, cette personne va parler aux flics et va leur expliquer ce que je fais et je ne vais pas avoir d'autre choix que de me retrouver à la porte. Donc c'est un des exemples parmi des milliers, en fait, de la difficulté d'exercer au quotidien ce métier, mais pas tellement du fait de nos clients, mais du fait en fait de la législation. Et pourtant, on le disait dès le début, hein, on fait une tablée de chaque privilège, quoi. Ouais. 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 Et Parce on que est moi, totalement conscient que c'est ça qu'on est en train de créer, c'est ça le pire, quoi. Du coup, justement, quitte à checker ces privilèges, autant s'en servir pour hacker le système. Du coup, c'est pour ça que je me permets l'outrecuidance de le dire à ma banque, de passer à la télé, des trucs comme ça. Parce que je me dis, merde, il faut bousculer le truc, quoi. Et du coup, alors bon, j'imagine bien que c'est pas si simple, que c'est pas en quelques minutes de discussion qu'on va refaire le monde, mais pour vous qui êtes dedans, qui avez une meilleure connaissance que moi, nous, du métier, même des autres métiers qui sont pas représentés ici, comment protéger
Donc, la personne vulnérable de 17 ans qui est sans papier, etc., qui a besoin d'être protégée, et ne pas mettre en péril toute la profession. Enfin, à votre avis, qu'est-ce qui pourrait être fait dans les lois Il n'y a pas déjà des lois, en fait, sur la séquestration et... Moi, j'ai envie de te dire changer le système capitalisme. Enfin, Oui, c'est dire. En fait, non, bah, Si on C'est un brûle système- encore le capitalisme et le patriarcat, c'est réglé. Non, mais Mais, c'est sûr, mais à- je veux dire... À Dubaï, il y a des chantiers où on prive les ouvriers de leur passeport le temps que ce soit fini, la construction de la tour, pour pas qu'ils rentrent parce que les conditions de travail sont atroces, on les fait dormir dans des boîtes, on leur pique leurs papiers. Bon, est-ce qu'il faut interdire le bâtiment à Dubaï? Est-ce que ça va solutionner le problème? C'est le même simplisme qu'on est en train de commettre. On est en train de se dire on va interdire totalement toute vente de capote, comme ça on est sûr de supprimer la prostitution. Ou n'importe quelle connerie aussi fantaisiste, ça aura autant de sens en fait, quoi. D'autant qu'en plus, si on veut attaquer le sujet, il simplifie la prostitution à l'échange monétisé. Mais en fait, dès lors qu'on fait un échange de gré à gré entre un service et un autre service, est-ce qu'on n'est pas déjà, enfin, on en parlait tout à l'heure, ça peut être donnant-donnant et équitable, ou tu en parlais aussi, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir du coup des prostitutions non financières, enfin non monétaires, qui apparaissent? Donc par exemple, je te répare ta plomberie, mais on fait l'amour. Bon, ben, est-ce que ça, ce serait géré par cette loi, même si on la rendait encore plus forte, encore plus abolitionniste, encore plus dure, avec encore plus de contrôle? Est-ce qu'on pourrait garantir que l'échange sexuel n'est jamais une transaction? Est-ce qu'on jette Absolument le pas, caillou, parce que ça regarde chaque duo dans son pieu, quoi. S'il y a transaction ou pas, en fait. Ils auront beau fantasmer, ils pourront pas venir contrôler dans ton oreiller si c'était le cas ou pas. Moi, je pense que du coup, dans tout ce qu'on est en train de dire là, finalement, parler de ce genre de sujet comme on est en train de le faire publiquement va contribuer, et peut-être la prochaine étape finalement, de juste faire connaître le métier et enlever cette idée reçue que ce métier, c'est que la situation que tu as décrite tout à l'heure, et de montrer qu'en fait, il y a autre chose derrière et que les lois sont obsolètes, en fait, c'est pas approprié, quoi. Ouais, mais tu vois, pour être dans le syndicat du travail sexuel et pour connaître l'univers de la militance et des activistes, on n'a pas de moyens. Les abolitionnistes, on leur verse des millions, elles sont 5-6 millions. Donc, effectivement, derrière, tu as des gens qui travaillent, tu vois, pour cette idéologie-là. Mais nous, en fait, on n'a rien. On a nos petits bras et notre bénévolat et on va crier, on va essayer de faire entendre notre parole auprès des députés et tout. Mais le truc, c'est qu'il y a cette chape moralisatrice et on n'arrive pas, en fait, si tu veux, enfin moi je le vois bien, je me dis mais on a une puissance en face où il est très difficile de s'exprimer et de faire entendre sa voix, en fait. On manque d'alliés aussi, en fait. On se bat tout seul pour nos propres armes et ouais. Oui, on n'en a pas énormément. On a Médecins du Monde, le planning familial, AIDS, donc qui sont des alliés de poids. Mais les politiques, malheureusement, tu vois, ceux qui ont voté la loi en 2016, ils l'ont fait, je pense, parce que électoralement, ils ne peuvent pas porter autre chose. Ça ne pourrait pas s'entendre. Parce que aussi, il y a une représentation dans les films qui fait que le travailleur ou la travailleuse du sexe est toujours une personne qui a eu une enfance difficile, qui de toute façon va finir mal. Dans les films de tueurs en série, on est tout le temps buté. Jack l'Éventreur n'a tué que des prostituées, tu vois. Et donc, on a aussi cette question de la représentation du métier qui est maltraitée. Et pourtant, on y travaille. Il y a un festival qui s'appelle le SNAP qui travaille justement à cette représentation. Mais nom de Dieu, que c'est dur, en fait. Qu'est-ce que c'est dur. Courant 2020, difficulté forcément avec le contexte Covid pour les TDS. Le gouvernement débloque avec oui, c'est ça, avec majesté 90 000 €. Or, les chiffres, arrête-moi si je me trompe, sont estimés à environ 45 000 travailleurs du sexe en France. Or, bien sûr, tous ceux
L'estimation que j'avais entendue par Anaïs, mais je ne suis pas... Effectivement, On est entre 400 000 et 40 000 parce qu'il y a les occasionnels, oui, et voilà. après il y a les cartes. Alors, donc, fourchette basse, 45 000, C'est 90 000 d'enveloppe, ça vous fait donc à peu près 2 € par travailleur du sexe. Et pour l'année 2020, en guise de... On va vous aider contre le Covid, ce qui nous paye donc tous un café. J'espère que vous êtes conscients Qu'on ne peut pas du lâcher trou dans la parce que les sécu. cafés sont fermés. Non, aujourd'hui, ça va. Formidable. Il y a 3 Oui, mois. Maintenant, c'est ouvert, ouais. Moi, ce que j'entends, c'est qu'en fait, on a un profond besoin de changement des cultures, donc patriarcat, etc., à faire pour pouvoir avancer, et qu'il y a un besoin de représentation, un besoin d'en parler, et d'en parler d'une manière positive et d'une manière qui soit belle, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on en parle, finalement, c'est pour exposer des problèmes et exposer quelque chose de négatif, que ce soit le travailleur ou la travailleuse ou le client, la cliente, c'est toujours des personnes qui sont finalement un peu ignorées de la société, ou en tout cas, moi, de mon point de vue extérieur, avec ce qui vaut, j'ai cette sensation que on en parle négativement, quoi, que ces personnes-là sont... Pire qu'ignorer, c'est tout tabou. Tabou, voilà. Ignorer, c'est juste ça. Là, c'est carrément... Oui, c'est ça. Je caviarde pour pas voir, quoi. Et moi, ce que j'aimerais beaucoup, là, du coup, c'est qu'on prenne cet espace-là, vu qu'on est ensemble aujourd'hui, pourquoi pas, une question qui me vient et que je n'avais pas anticipée, mais qui est, quelles sont les belles choses que vous avez envie de partager avec à propos de ce métier? Quelles sont des choses... ça peut être une expérience, une anecdote, ou quelque chose de beau qui fait que vous faites ce métier et qui est quelque chose que vous aimeriez que le monde sache, en fait. Enfin, alors, j'ai pas accès au monde, je suis désolée pour ça, mais Non. je sais pas si ça vous parle, mais moi, ça me parlerait bien qu'on... Si, ouais, c'est un peu dur. partage de ça. C'est un peu dur de pas tomber dans sexothérapeute. le moi-je avec ce que tu nous demandes. Mais je m'en fiche j'essaie que d'éviter, vous soyez mais- dans le moi-je. En fait, Et c'est un métier qui est utile. j'y réfléchissais avant de le dire. Parce que Alors, pas de jugement ici, je t'ai pas dit tu connais pas la chaîne, mais c'est un espèce de non-jugement, cette chaîne, c'est Ah, incroyable. c'est pas le souci. Je vais parler d'une cliente, patiente, un peu des deux. Ouais. Et peut-être que si elle voit cette vidéo, elle va se reconnaître. Et je me demande en fait si, même sans aborder son prénom à aucun moment, si elle va l'apprécier ou pas apprécier que j'en ai parlé. Cette femme, je la suis depuis septembre dernier, de façon mensuelle. Elle a été suivie plus de 10 ans en psycho, psycha, sexo, en vain. Elle s'est mise au massage tantrique depuis 2 ans. Ce qui lui a donné l'idée que peut-être on pouvait aller plus loin que le massage dans le contact avec un homme non affectif. Et pour la faire courte et pour rentrer directement dans le sujet qui t'intéresse, c'est-à-dire en quoi ça peut être aussi vachement beau, dans ce parcours, j'ai tour à tour fait découvrir que son sexe était normal et qu'elle était pénétrable, alors que son mari lui avait dit le contraire pendant 20 ans. Que c'était à cause de fibromes qu'elle était pas pénétrable. Moi aussi, je suis pas loin. Je vais avoir du mal, ouais. Que c'était à cause de fibromes que ça passait mal, que sa gynéco passait à côté depuis 5 ans. C'est moi qui ai trouvé ça. Et son ostéo l'a vu il y a 10 jours et elle lui a dit « Vous avez fait énormément de progrès ». Elle n'a pas osé lui dire que c'était grâce à nos séances, mais j'ai vraiment l'impression qu'une expérience comme ça me rétribue bien plus qu'une année de mauvais rendez-vous et puis de bagarres financières, quoi. Voilà. Je vous pose ça J'ai là. les yeux mouillés aussi, super. Alors moi, je voulais relancer l'ambiance. C'est beau. Tu voulais un truc qui donne aussi du beau. Non, Je mais- me suis dit que j'allais oser. T'as raison. Et, Bah, moi, C'est super. t'auras le temps et l'occasion avant la publication de checker avec cette cliente pour voir si c'est OK. Ok. Bon, je vais être dans le plus léger, mais en fait, c'est pour témoigner du lien aussi qui peut avoir entre nos clients et nous-mêmes. En 2015, alors moi j'habitais à la Bastille et donc il y a eu les fameux attentats rue de Charonne. Et moi j'habitais rue de Charonne en fait. Ah. Et ce soir-là, j'étais dans une cave, non pas en train de fouetter des fesses. Ça, c'est un autre jour. Mais je regardais un spectacle de danse japonaise, bref, dans une cave, et j'étais injoignable.
Et à la fin du spectacle, je remonte et j'allume mes téléphones et là, je reçois des dizaines et des dizaines de messages de clients qui me disent « Oh là là, mais j'espère que vous allez bien ». Et en fait, quelque part, j'ai appris l'existence de ces fusillades parce que j'ai vu leur inquiétude et je me suis posé la question « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et c'est là que j'ai compris en fait qu'il y avait eu cette fusillade rue de Charonne. Et en fait, c'est aussi pour témoigner de ce lien un peu particulier qui peut nous lier avec des clients. Et c'est vrai que c'est difficile pour moi de parler d'un en particulier parce qu'ils sont un peu jaloux. Et si j'en cite un, je vais avoir un message « Oui, mais pourquoi pas moi? Je pensais que c'était moi le chouchou. » Vous êtes tous mes chouchous. C'est vrai qu'on doit arbitrer la jalousie souvent. C'est absolument génial. C'est ça, c'est ça. Moi, il y a un client qui m'avait marqué, parce que je me pose beaucoup de questions quand même sur ce que je fais. Il n'y a pas un mois que je passe où je me demande pourquoi je fais ça, quand même. À cause aussi des lois, de tout, des représentations, du regard des autres. Et il y avait un client, il est passé une seule fois, mais 6 mois plus tard, il m'a envoyé un énorme pavé. Il m'a expliqué c'était comment sa vie d'avant, avant moi. Il m'a dit que quand il avait passé le pas de la porte, il était en dépression depuis des années. Et quand il a passé le pas de la porte, il a repris sa vie en main. Et ça a été un déclic pour lui, vraiment dans son cheminement psychique. Et c'est là où il a commencé à vraiment aller mieux. Et du coup, il m'a écrit ce long pavé et je me suis mis torrent de larmes. Et je me suis dit, putain, je suis heureuse de faire ce que je fais. Si je suis là, c'est pas pour rien. Et que ouais, je suis convaincue que si je fais ce métier, c'est parce que je peux et je veux aider les autres. Ouais. Tu veux ma mort? Je crois que tu l'avais partagé avec nous celui-là parce que je pourrais l'avoir oui, ouais. aussi. Ouais, c'était super fort. Est-ce que tu as une belle histoire à nous partager? Ouais, moi j'en ai une légère et une bien. C'était mon anniversaire là récemment, j'ai décidé de me remettre au piano. Donc j'ai informé OnlyFans parce que de temps en temps je leur raconte ma vie que j'allais me remettre au piano. Et ils m'ont payé le piano quoi. Et c'est 100% non sexuel, c'était juste pour me faire plaisir. Ils ont levé les 200 balles nécessaires pour que je me rachète un clavier et que je m'y remette. Et juste la générosité gratuite de gens. En plus, je postais pas beaucoup à ce moment-là, donc l'amour était pas très fort. Jamais. Mais la relation était moins intense et ils vont faire un piano, quoi. Maintenant, à chaque fois que je m'amuse, c'est pour eux. Et il y a un d'eux spécifiquement qui est devenu un client coaching que j'ai accompagné sur une sexualité plus holistique, l'écoute de son corps, une connexion avec son pénis. Et je lui avais enregistré un audio pour qu'il pratique tous ces outils tout seul. Et puis voilà, entre 2 sessions, il s'entraîne et il est arrivé à sa séance un jour, il me fait « Bon, c'est dur de prendre une demi-heure pour soi, mais c'était le meilleur orgasme de ma vie. » Ce que je trouve incroyable quand même dans cette discussion, et je me suis déjà fait la remarque dans plusieurs discussions qu'on a eues depuis le début de la semaine, c'est que en fait, on parle que d'amour au final. On parle de lien, on parle de confiance, de sécurité. C'est vraiment les pas choses... trop de sexe. L'amour, pas l'amour passionnel, mais parce qu'il est... Là, on parle pas d'amour passionnel. Non, dans ce c'est cas-là, ça. on parle pas d'amour romantique. On parle pas de ça, mais en fait, on parle... Mais d'amour. Dans ce que tu disais, et je rebondis par rapport au mot de sexothérapeute, que, je le répète, n'est pas de moi. Eh ben, on créditera, mais c'est magnifique. Mel, je crois. J'ai des sexologues de terrain aussi. Je crois que c'est Mel qui a inventé ça. C'est Mel ou Osmose? Je sais plus. Du coup, c'est dur à créditer. En tout cas, tu disais qu'il avait une dépression, etc. Et je repense à ce qu'on disait sur sexothérapeute, sur le fait qu'on se positionne un petit peu en charnière avec les sexothérapeutes. Classiquement, les thérapeutes, je ne veux pas dire que c'est tous le cas, mais voient la libido, enfin la problématique libido-dépression en disant résous ta dépression et ta libido ira mieux. Ouais. Et nous, on est aux premières loges pour dire, finalement, en résolvant sa libido, des fois c'est la dépression qui va mieux. Tout à fait, vraiment bien dit. C'est vraiment ce qui s'est passé. La punchline. D'ailleurs, le chouchou qui a eu son super orgasme, 2 mois plus tard dans le programme, alors qu'il était venu de base pour une problématique d'estime de soi, me dit
Tu sais, je pense qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de célébrer ma gentillesse. Je suis quelqu'un avec des belles valeurs. J'étais là, oh putain. Oh là là. Oui. Bon point. Jure. Et justement, enfin, Terrible. dans ce que tu dis là, où est-ce que tu vois, toi, la limite avec la thérapie classique Elle est déontologique, c'est simplement une question d'avoir une institution qui est ton corps de métier et qui a décrété que la ligne rouge, c'est celle-là. Aucun sexologue, aucun sexothérapeute ne peut franchir cette ligne sans avoir des problèmes avec son conseil de l'ordre. Ouais, d'accord. Donc si tu prends le parti pris d'être de l'autre côté, tu t'affranchis de cette ligne rouge. Ouh, YOLO. Par Ouais, contre, il faut ouais. quand même après pas faire n'importe quoi sur le plan psy. Je me prétends pas psy. Bien sûr. Mais je travaille en charnière avec ce qu'elles ont fait. Ou ils d'ailleurs, parce que je résume un peu à elles depuis tout à l'heure, mais je travaille aussi avec Oui. des clientes en cours de changement de sexe, enfin de changement de genre, puis, à différents niveaux. Ce sont des personnes qui peuvent se retrouver à un moment d'avoir en face d'elles une valence masculine pour répondre à leurs valeurs féminines nouvelles, ou nouvellement évoluées en tout cas. Et donc je travaille aussi dans ces cas-là, et je me suis perdu. Non, mais ça a répondu à ma question. C'était en gros que ça se L'amour est substitue pas à de la thérapie, c'est juste complémentaire en fait. C'est que. Ouais, moi je me demande même pourquoi on s'en est fait un problème. Enfin, maintenant que je suis dedans, je ne comprends pas pourquoi c'est un problème. Oui. Mais de l'extérieur, je comprenais. Ouais, je comprends bien. Moi, j'ai une dernière question pour vous dans ma curiosité. C'est la question de l'entourage. Est-ce que vous dites la vérité dans votre entourage? Alors, on a parlé des statuts. C'est vrai que vous en avez peut-être pas parlé en talk, mais nous, on en a parlé tout à l'heure. Et le fait de dire que tu es photographe, par exemple, dans votre entourage. Enfin, en gros, qu'est-ce que vous dites à votre entourage et comment c'est pris auprès des personnes auprès desquelles vous dites la vérité? Enfin, est-ce qu'il y a eu un parcours? Est-ce qu'il y a une histoire derrière ça? Voilà. Le rapport à l'entourage m'intéresse, donc ce que vous voulez en dire, finalement. Alors, mon entourage proche, je vais le scinder en 3 parties. Donc, j'ai ma communauté BDSM, avec qui ça c'est facile d'en parler, évidemment. Je Tout le monde fais est au partie, mais tu courant. ne sais pas, j'étais très vexée. BDSM, tu m'as pas Sexpo. reconnue, dans les abonnés. Les amis de Will, en même temps, sont très, très larges. Donc, oui, avec la communauté BDSM, pas de problème. Les vidéos que tu as postées récemment, c'est incroyable. Vraiment. Je trouve ça ouf. Allez sur le Twitter de Mona. Allez regarder ce qu'elle fait. Enfin, tout le monde, en fait, en vrai. Je veux pas faire de favoritisme, après, je vais avoir des problèmes. Du coup, voilà. Après, il y a ma vie Vanille. Tous mes amis Vanille, je les ai gardés depuis des années. On est vraiment un grand groupe depuis le lycée. Tous sont super intrigués. Je pense qu'ils ont un peu une curiosité, forcément. Et en tout cas, ils ont plus un côté où ils m'admirent. Après, j'ai 2 sœurs. Il y en a une, ça colle super bien. D'ailleurs, je l'ai emmenée en club pour lui faire visiter, bon, juste boire un verre, et lui faire découvrir le décor. Et l'autre, pas du tout dans l'acceptation. Et j'ai fait mon coming out de Domina à mes parents il y a 2 mois. Donc, super récent. Et ils l'ont super bien pris. Et là, quand je leur en ai parlé, ils m'ont dit « Ah, mais du coup... on peut t'aider peut-être pour l'auto-entrepreneuriat, parce que nous, ça nous est déjà arrivé, comment ça se passe, etc. » Et waouh. Trop bien. Ouais. Franchement, c'était un énorme poids en moi. Ouais, j'imagine. C'est quelque chose auquel, même si je les vois pas si souvent que ça, enfin oui, ça fait du bien d'être validé quand même par ses parents, quoi. Incroyable. Comme quoi, tu vois, Marie, peut-être que quand même, décennie par décennie, les mœurs changent dans la tête des parents de nos futurs collègues. Oui. Ouais, peut-être. Parce que moi, personne, ils m'ont rayé de mon héritage, de leur héritage, quand D'accord, j'ai dit. ok. Enfin, ce qui n'est pas techniquement possible d'après la loi en France, je crois d'ailleurs. Ah ouais. On m'a dit Ouais, ça ma mère plusieurs aussi, fois. aussi. En fait, je m'en fous, je verrai bien. Mais bon, en tout cas, ils l'ont dit, quoi. Mais D'accord. tu leur as dit? Moi, je leur ai dit, ils m'ont pas cru. Et après, ils m'ont vu passer sur Canal+, le dire... Ça fait quelque chose. Ils m'ont vu passer sur Canal+, le dire avant le porno du samedi soir. Ils se sont dit, ah merde, il déconne pas, ce con-là. Cela dit, gros respect, hein, c'est un sacré mot. Je me pour dis faire que son coming out. c'est pour ça que je dis, c'est la phase B du check ton privilège. C'est-à-dire que je vois bien que je suis pas représentatif du tout des TDS. Ouais. Par contre, j'ai l'avantage d'être un homme et de pouvoir avancer peut-être là où vous prendriez des baffes et moi j'en prendrais peut-être pas pour amener le sujet. Donc autant le faire. Ouais, bien sûr. Alors par contre, pour rebondir, c'est vrai que si
j'aurais été une prostituée classique, mon coming out se serait fait très différemment, je pense. Le fait d'être dominatrice, c'est quand même beaucoup plus facile de l'assumer, je trouve. Pour quelle raison, tu penses? Bah, je préfère annoncer à mes parents que je défonce d'autres gens que je me fasse défoncer moi-même, quoi. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas... Enfin, la question qui me vient derrière, est-ce que c'est pas juste une histoire de... Ok, on va partir dans du philosophique, mais j'entends, ok, ça va, si tu joues à l'homme, c'est bon. Par contre, si tu fais la femme, oui, non. bah, c'est ça, oui, non, Ma complètement. petite fille est intacte, un peu. Complètement, oui. On touche pas à ma fille. Enfin, là, c'est moi qui touche les autres. Ouais, puis T'as dit ça en levant la main. un truc de bonhomme, c'est bien. J'ai fait quoi? J'ai fait comme C'est ça. moi qui touche les autres. Ouais, pardon. Un truc qui est marrant, on pourra peut-être en parler hors champ, mais c'est qu'au départ, quand j'ai commencé, je me suis dit qu'il fallait probablement chercher une symétrie avec le marché féminin, enfin avec le marché masculin Intéressant. plutôt. Et tout ce que j'ai tenté en symétrie, ça s'est viandé dans les grandes largeurs. Utiliser les mêmes portails, les mêmes approches, ça s'est viandé, reviandé. Et je me dis, mais non, il n'y a pas de tortilla en BDSM, c'est que la domina qui vend de la domination à que les soumis. Ou soumises, effectivement, mais il n'y a pas d'autre. Je ne voyais pas d'autre croisement. Et finalement, dans l'accompagnement, je me retrouve, même si ce n'est pas étiqueté comme ça, parfois à vendre de la soumission. Parce que ça peut être une façon de restituer à ma cliente son pouvoir que de transiter par le personnage interne de sa domina intérieure, quoi. Et du coup, peut-être que je serais son strict symétrique, c'est-à-dire que je dois dire à mes parents que je fais la femme dans le, dans le truc. Exactement. Exactement. Et pour le reste de l'entourage, du coup, mis à part les parents, comment ça s'est passé? Mes enfants sont... Alors, je pars du principe qu'il ne faut pas mentir à ses gosses, mais qu'on ne peut pas tout dire. Donc, ils savent... Ce qu'ils savent, moi, je me suis mis une limite jusqu'où je voulais bien leur en parler. Et au-delà, je leur dis ça, je ne peux pas te le dire tout de suite, je t'en parlerai quand tu seras plus grand ou plus grande. Donc, je sais que ce n'est pas parfait, mais je trouve ça mieux que d'inventer un pipeau qui vont finir par démonter. Ma fille sait que je travaille avec la sexualité, c'est la grande, elle a 14 ans, elle sait que je travaille dans la sexualité des adultes. Voilà, d'une façon floue, je lui explique que ça ressemble à de la sexothérapie, mais que c'en est pas, que je travaille avec des clientes qui ont des problèmes sexuels, etc. Donc elle est quand même pas dupe, elle a 15 piges, elle est pas complètement dupe de la situation, mais elle n'a pas non plus les mots posés par le père. Je suis prostituée, ma fille, ça n'a jamais été dit, quoi. Et mon ex-femme, donc leur maman, est ultra compréhensive avec ça, je dois dire. Merci. Merci des fois à des divorces de se passer bien. Trop bien, merci. Ok. Vous J'ai commencé la photo à 18 ans et du coup toute ma famille ou presque connaissait mon pseudo, le coming out s'est fait petit à petit quand je faisais encore des choses très habillées. J'ai dû récemment désabonner ma mère de mon Instagram moi parce que je sais que quand je poste quelque chose d'un petit peu plus salé, ça la met mal à l'aise et elle voulait quand même se tenir au courant. Il y a cette curiosité, je vais pas dire malsaine, j'ai pas envie de vexer maman, mais douloureuse à laquelle j'ai voulu mettre fin. Sachant que bon, sur Instagram, même quand on n'est pas logué, on peut consulter mon compte. Donc si elle a vraiment envie de savoir, elle le fait, mais je préfère qu'elle le fasse quand elle est psychologiquement centrée plutôt qu'un jour, une photo de mes fesses lui pop dessus alors qu'elle voulait regarder ce qui se passe dans sa famille. Donc il y a ça. Mais les gens savent. Les gens savaient déjà pour les photos, c'était vraiment pas un mystère, d'autant plus que je suis passée mais sur France 3, sur France 5, on m'a vue partout en fait. Il y a une époque où... parce que je suis vieille. Quand on tapait modèle fétiche ou modèle pin-up, j'étais le 3e résultat. Là, c'est l'ancien Google, c'était le bon temps. Et j'avais fait sciences politiques à la fac. Vous avez ouvert un boulevard pour les autres, c'est ça? Ouais, voilà. C'est ça qui est génial. Et j'avais fait sciences politiques, je parlais très proprement déjà, donc les gens étaient toujours ravis de me mettre une caméra et un micro sous le nez. Donc il y a même des métiers dans lesquels j'ai commencé un nouveau poste et où malheureusement Trax avait repris une partie de mon interview une semaine avant, donc tout le monde savait que j'étais au boulot alors que j'étais restée très discrétée. Du coup, mon coming out de sexothérapeute, ça a été très simple. Il n'y a que ma grand-mère qui n'est pas au courant. Je
lui ai dit que j'étais devenue coach Mamie, de si tu vie. nous regardes. Non, mamie est... Mamie a-t-elle un compte Google que je suis en droit de bloquer? Mamie a 84 ans et pas mal sourde, donc je pense qu'en fait, outre le fait que l'information va avoir du mal à l'atteindre, toutes les clarifications et les subtilités que ça demanderait pour qu'elle soit en paix avec l'information, je peux malheureusement plus les lui délivrer. Donc c'est la seule personne qui sait pas. C'est un peu triste, mais bon, on va faire comme Je sais ça. pas, ça dépend comment on voit la chose. Oui, Oui. pas besoin de savoir. C'est peut-être plus simple pour elle, quoi. Mm. Si elle me connaît, elle doit se douter. De toute façon, si tu as fait ce choix, c'est que tu as toutes les raisons et que tu les connais et qu'elles sont les meilleures, quoi. Oui, alors moi, j'ai eu un coming out aussi très facile puisque j'avais créé des événements et des associations qui parlaient déjà de la sexualité créative. Et quelque part, ça s'inscrivait dans un chemin. D'ailleurs, ma mère, c'est la première personne qui l'a su et c'était assez drôle parce qu'elle m'a dit un jour... J'ai rêvé de toi, figure-toi. Alors, tu étais habillée en dominatrice et tu avais un fouet comme ça. Oui. Tu m'avais dit, ton inconscient sait, maman. C'est ça que ça nous dit. Et oui, et donc je lui ai dit, mais c'était genre 6 mois après que j'ai commencé, tu vois. Donc C'est son subconscient sait. Ouais. Tu as rêvé où? Tu as regardé mes mails hier soir, maman? C'était mardi. Donc, et puis après, je l'ai dit à mon frère. J'ai 2 frères, un qui a mon âge. Mon père aussi l'a su dans la foulée parce que du fait de mes activités militantes aussi, je prends beaucoup la parole dans les journaux, la télé, etc. Et donc c'était important en fait d'avertir ma famille plutôt qu'ils le découvrent, même si je pense qu'ils ne pourraient pas forcément faire le rapprochement. Mais voilà, donc c'était important qu'ils le sachent. Et j'ai un petit frère qui a 21 ans et des neveux et des nièces aussi 19 et 16 ans. Mon frère le sait, mon petit frère le sait, mais c'est parce que je lui demandais de garder mon appartement à la Bastille, hein, tu vois. Et donc mon appartement à la Bastille, donc c'était aussi un donjon et donc lui disait c'est bien, je garde le temple de l'amour. C'est chou. C'est trop mignon. Ouais. Je trouve ça chou, mais quand tu vois le terrier, hein, tu vois, enfin, c'était quand même assez clair et je trouvais ça trop mignon qu'il appelle ça le temple de l'amour. Mais là, donc, je pense que mes neveux et nièces, avec qui je n'ai pas eu une conversation, mais je leur ai dit que s'ils avaient des questions, ils pouvaient me les poser. Je pense qu'ils vont regarder cette émission et qu'ils vont mieux comprendre, en fait, ce qui se passe. Mais moi, je dois dire que ma principale difficulté, ça n'a pas été tellement ma famille, mais ça a été plutôt mes partenaires. Ah oui. D'accord. Ouais. Je pense à ça. Parce que en fait, moi, je ne sais pas pour vous, mais quand tu exerces le métier qu'on fait, moi, ça m'a complètement extrait du monde des femmes cis pour devenir autre chose, en fait. Comme les courtisanes, tu vois, du 18e, 19e siècle, puisque les femmes, à cette époque-là, avaient un rôle, etc. Et on a toujours ce rôle-là. Mais comme nous, on est confrontés à l'intimité la plus obscure et parfois la moins assumée de certaines personnes, en fait, du coup, tu as accès à une intimité dont on pourrait ne pas te parler, tu vois, et dont ton partenaire ne pourrait ne pas te parler parce que, justement, tu vois, honte de son kink, honte... Et donc, voilà, moi, je me sens extrait, en fait, du monde des femmes cis pour arriver dans une autre catégorie, en fait, des déconstruits, enfin, de la déconstruction. Et ce qui fait que la rencontre avec un partenaire, avec une partenaire, c'est différent, mais avec un partenaire cisgenre, un homme cisgenre, c'est beaucoup plus compliqué, en fait. Surtout, moi, j'ai plus de 40 ans, donc... les hommes que je rencontre, si tu veux, ils sont pas dans cette déconstruction-là et dans leur manière de parler, dans leur manière d'agir, je vois en fait, tu vois, tout ce patriarcat, tout ça, et du coup, je ne suis pas dupe. Et comme je suis indépendante et que j'ai pu ces pink glasses, que j'ai une vision assez claire des trucs, bah pour eux, c'est difficile.
parce qu'ils ne peuvent pas me contrôler, parce qu'ils ne peuvent pas me soumettre, en fait, à leurs désirs. Et parce que aussi assumer auprès de leurs copains, copines, famille, le fait de sortir avec une travailleuse du sexe, ça peut être extrêmement compliqué. Et aussi dans leur imaginaire, tu vois, d'imaginer que eux, pendant qu'ils sont en train de s'ennuyer au travail derrière un ordinateur, moi je suis en train d'être dans une séance érotique, sexuelle. Pour eux, ça les fait complètement freak out. Et donc, je dirais que moi, ma difficulté, ma problématique, c'est plus ça, en fait. C'est plus, en fait, l'autre, dans mon intimité. Alors, je te plus sois complètement. Moi, j'ai la chance d'être tombé sur une personne très open-mind là-dessus et ça se passe super bien. Mais n'oublions pas un truc que tu disais préalablement, c'est qu'en plus, le conjoint est potentiellement accusable d'être un proxénète. Alors quand même, on peut être compréhensif avec nos conjoints, quoi, d'hier et de demain, parce que c'est pas simple, quoi. Il te dépose au travail, ça y est, c'est un proxo. Comment gérer ça? Effectivement, au-delà de, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à belle-maman et tout, c'est très compliqué, en fait, ces petits paramètres à la con, quoi, qui sont réglés par le social, en fait. C'est la sociologie qui nous permet ou pas de le dire en famille. Et encore, moi, je suis dominatrice. Et je reviens sur le stigmate, en fait, de la prostituée, donc de la femme publique, puisque c'est comme ça qu'on les a appelées, donc qui donnent leur trou au premier venant, etc. Ça, je pense que c'est encore plus difficile, en fait, pour... Je sais pas en même temps, parce que moi, il faut savoir, depuis que j'exerce, en tout cas, j'ai jamais été en couple, parce que justement, même si j'ai eu des histoires amoureuses, c'est des personnes qui voulaient pas être en couple avec moi, parce que justement, ils voulaient pas assumer, et qui avaient peur du fait que je sois dominatrice, que leur entourage pense que c'est mon soumis. Oui. Alors que pas forcément. Oui, non. En vrai, si. Dans ton cas très particulier. Ils auraient pu se défendre. Ouais. Mais d'ailleurs, je parlais tout à l'heure de mon passage à Canal, c'est une émission dans laquelle j'avais dit que j'étais switch. Je parlais de la forniphilie, bref, parenthèse fermée, mais je disais que j'étais switch et je racontais une histoire d'enfance, etc. Mais mes parents, en entendant ça, ma mère a bondi en m'entendant dire que j'étais aussi bien dominant que soumis, en disant « Mon fils insoumis !» Jamais mon fils est un dominant. Quelle horreur. Et là, d'un seul coup, on voit aussi que le patriarcat est une partie chez maman. Oui, bah, Évidemment. Évidemment. Ouais. Et donc, mon fils insoumis, c'est impossible. Et elle, en parlant avec mon ex-femme, parce que moi, j'ai plus de relation du tout avec ma mère et mon père, elle lui avait dit, mais de toute façon, il raconte des bêtises. Dans son témoignage, il dit qu'à tel âge, il a participé à ça avec une copine. Or, il n'avait pas de copine à cet âge-là. Et en fait, je ne vais pas le trahir parce qu'il y a une caméra, mais justement, en prenant cette histoire de la copine, je protège quelqu'un. Je ne vais pas te dire devant Canal+, avec qui. Et encore moins devant ma mère. Et donc, mais elle, du coup, elle est partie en disant, alors, il n'avait pas de copine, il n'a jamais été soumis, bon, c'est un menteur. Il est devenu mytho, adjugé. D'accord. Non, mais après, chacun s'arrange avec c'est ça. Mince, j'ai pas le mot parce que je suis crevée là, mais représentation. c'est problèmes cognitifs. Mince, c'est quoi le mot? Dissonance C'est cognitive. dissonance cognitive. Oh là là, mais je parle que de ça toute la journée avec les gens là. Je viens de la ressortir de toi, hein. Là je te la repasse. Merci. Tout le monde s'arrange avec ses dissonances et puis se raconte l'histoire pour pouvoir survivre. Et moi, je pense que finalement, ces gens se protègent eux-mêmes en rejetant. Et bon, voilà, ça fait des dégâts, mais disons que c'est humain, quoi. Mon amoureux nous a fait une dissonance cognitive cool il y a 5 ans. Mon homme est tombé sur mon profil OkCupid quand il a commencé à me draguer et en fait je m'en suis pas rendu compte immédiatement, mais c'était un de mes followers. Il m'avait vu performer sur scène sur une soirée feuillage et il m'avait même financé un peu. Et bon, déjà il a eu la délicatesse de me dire est-ce que c'est ok de draguer parce que sinon je dégage. Mais on a commencé notre relation sur un tout nouveau pied. On a fait comme si c'était rien passé avant et ça fait 5 ans. Trop bien. Et ce que j'aime particulièrement, c'est que tous les autres s'étaient un petit peu opposés, sentis menacés, antagonisés vis-à-vis de mon activité. Et pour la première fois, c'est quelqu'un, quand j'ai rencontré ses amis, qui connaissaient aussi mon travail, qui eux, lui ont dit « Ah bah ça va être plus facile avec celle-là, c'est bon ». Donc, des fois, quand même, y a des personnes qui sont prêtes à s'ouvrir à ça et à vivre avec ça et à même m'encourager à faire ça dans mon cas. C'est cool. Merci.
Il y a peut-être juste une dernière chose aussi, et après on arrête, on te laisse Pareil, je suis en tranquille. train de me mordre la lèvre pour en rajouter une. Mais en fait aussi... Elle va vous plaire, du coup, ma dernière question, c'était qu'est-ce qu'on n'a pas abordé, que vous auriez voulu qu'on aborde, et pour que vous puissiez rajouter votre... Très bien, on va finir. Moi, je vais finir là-dessus. C'est vrai que la créativité érotique, c'est mon activité, en fait, et je travaille beaucoup avec ça. Et c'est vrai qu'après, personnellement, si tu veux, moi, ce que j'apprécie, c'est les câlins, la tendresse. Et parfois, l'autre a l'impression qu'en étant avec une travailleuse ou un travailleur du sexe, ça va être waouh, rock'n'roll, nymphomane, ça va être... Bah non. Non, parce qu'en fait... On a fait ça toute la journée, en plus, ouais, on a besoin, justement... Tu mets vraiment toute ta création, tout ton potentiel, tes idées, ton énergie dans ces séances, parce qu'on a tous à cœur, voilà, de vraiment, enfin, je crois, hein, donner quelque chose d'extraordinaire et de faire ce moment-là unique. Et c'est vrai qu'après, le soir... bah, t'as pas forcément envie de remettre une pièce dans le distributeur. Moi, j'ai envie, et tu vas rigoler, de jouer l'étoile de mer. Tu vois ? Mais je suis pas du tout étonnée. Non, mais j'arrête pas de dire, oui, non, mais vous êtes... les deux doivent bouger, les corps doivent bouger, etc. Oui. Mais moi, le soir, non, je suis en mode étoile de mer. Marie, le soir. Ça, mais j'ai envie qu'on s'occupe de moi, j'ai pas bien envie sûr. de Ah, c'est m'occuper clair. de l'autre sexuellement. J'en ai plusieurs et je vais pas te dire. Tu peux en dire. Un point qui me semble hyper intéressant, c'est une accusation systématique, ou presque, de vénalité. Je trouve que c'est un sujet qu'on n'éclaire pas, sur lequel on met rarement un coup de projecteur. Je profite du coup de cette petite minute pour pousser mon coup de gueule parce que je voudrais demander qu'est-ce qui fait la différence entre nous et un kiné, par exemple. Tu es devant un kiné, tu te mets corps déshabillé ou presque, il va poser ses mains sur ton corps, à des endroits intimes peut-être, et à la fin tu le payes. Pourquoi on ne dit pas au kiné, salopard, t'es vénal? Tu pourrais au moins le faire gratuit, ça lui fait du bien. Non mais salaud, tu vois bien que ça lui fait du bien. D'ailleurs, tous les médecins devraient être gratuits. Puis les chirurgiens aussi, puis les psychologues. Et puis si on va par Les là, coachs, hein. vous voyez ce que je veux Passage. dire. Oui. En fin de compte, la tout vénalité, elle ne boulanger, tient pas. Ou alors, pourquoi ce serait le monopole de la pute, quoi, ou du pute, si vous préférez. Ça n'a pas de sens, quoi. Je veux dire, on est en train de proposer une tractation financière autour d'un acte. Bah, si tu veux pas le payer, bah, va voir un autre acte. Tu veux peut-être acheter une voiture, moi pas. Moi, je trouve ça vénal de vendre des voitures. Vous voyez, je trouve cette accusation complètement nauséabonde et en plus médiévale. Mais tellement. Mais tu parles trop Merci bien. de l'avoir dit. Bon, je sais pas quoi rajouter derrière. Quelque chose que tu aurais voulu rajouter. Franchement, qu'on n'a là, pas je abordé. sais pas du tout. Ouais, non, Ok. tout a été bien dit. Je propose du coup une dernière question de clôture qui est, on va se le faire en cercle. S'il y avait une chose que vous aimeriez que les personnes qui nous ont écoutés retiennent de ce talk, ça serait quoi? Une chose qui vous tient à cœur dans tout ce qui a été dit. Ça serait quoi? Et qui commence, et puis après on tourne ensemble. Le TDS, c'est rien de gravé dans le marbre. C'est au présent. On est tous ici en train d'écrire celui de 2021, qui changera celui que ce sera en 2022, qui changera celui que ce sera en 2023. Et je veux dire, en fin de compte, plus on sera de gens bien excusez-moi, c'est prétentieux, mais à se pencher sur le truc avec bienveillance, et plus on sera efficace sur la toxicité de certaines conditions de travail pour certaines de nos collègues. Et je pense, on reparle de la loi et de ses défauts 2 secondes. Si on prend l'exemple d'une production alimentaire, par exemple les œufs, qui pose un problème environnemental et sanitaire, est-ce qu'il faut interdire les poules ou est-ce qu'il faut favoriser les œufs bio? Ben, nous, on est les œufs bio, en fait, et on essaye de proliférer les œufs bio, et j'en profite du coup pour inciter ceux qui nous regardent et qui se demandent s'ils ne voudraient pas devenir des œufs bio, à venir faire comment on dit, une boîte d'œufs avec nous, pour continuer le travail. On reste en trigonométrie ou... J'étais partie dans le sens inverse de trigonométrie. S'il y avait une chose que les gens devaient retenir. Moi, je crois que ce que je retiens, ce qui me touche aussi là, et ce que je découvre un petit peu plus, c'est de mesurer à quel point le TDS, c'est
systématiquement, enfin dans le système, enfin à quel point c'est rendu complexe par le système, et de voir en fait qu'il y a déjà, il y a déjà tellement de, enfin ça me donne l'impression quand j'entends que, enfin cette complexité, ce poids, etc., tous ces jugements, cette stigmatisation, enfin rend au lieu d'assainir le truc, rend de plus il y a de stigmatisation, plus c'est compliqué d'aller vers quelque chose de sain, vers quelque chose dont on peut parler, qui soit ouvert, où ce soit possible d'avancer au grand jour. Et qu'en fait, plus on est dans la critique, l'hyper-jugement, la polarité, la négativité par rapport à ça, plus on est en train de rajouter une couche qui pousse dans la direction du glauque et dans la direction de... j'ai l'impression que toutes et tous, c'est pas l'enjeu de se dire c'est cool les trucs glauques. Non, en fait, personne ne trouve ça cool les trucs glauques. Et l'enjeu, c'est comment faire quelque chose de sain. Parce qu'il y a des êtres humains, hommes comme femmes, qui ressentent des besoins, qui ont envie d'avancer par rapport à ça. Et voilà quoi. Merci. On a faim, on a soif, tout ça, ouais, mais sinon, qu'est-ce que tu retiens de ce truc ? Moi, je voudrais qu'on essaye de mieux nous considérer, alors que nous, en plus, notre métier vise à considérer beaucoup les autres, alors que nous-mêmes, on n'est pas aidés. Donc, ouais, essayer de... Des fois, je suis fatiguée de toujours donner, et des fois, j'aimerais bien recevoir aussi un petit peu derrière, quoi. Voilà. Moi, ce que je retiens de ce talk, ou ce que j'aimerais que les personnes qui le regardent retiennent de manière générale, c'est un peu cette notion d'humilité, on ne sait pas, en fait. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, j'ai l'impression qu'il y a énormément de lois, ou même de choses qui sont décidées, qui sont prises en collectivité, volontairement ou non, qui sont basées sur de l'ignorance. Et ce que j'ai envie... que les gens retiennent en voyant ce talk, c'est que ça valait peut-être le coup d'ouvrir son esprit et d'écouter, de recevoir les gens et de juste écouter ce qu'ils ont à dire. Et j'ai envie d'inviter les personnes qui ont regardé ça de faire la même chose dans les prochains sujets qu'ils rencontreront dans leur vie, qui peuvent faire peur ou qui peuvent être stigmatisés. Et ouais, de juste s'autoriser à être sans jugement et à écouter, essayer de comprendre. Parce qu'en fait, il y a toujours une raison aux choses, quoi. Voilà ce que je retiens, et je trouve que c'était une belle leçon de ça. Moi, je dirais que comme le sexe dans notre société est vu comme quelque chose de sale, malsain, obscène et tout, le TDS, de toute façon, suit cette même vision. Et donc, en plus, il y a l'argent. Ouais, mais donc travailler déjà sur... l'argent, c'est fini. On devrait tous être président, d'ailleurs. Puisque, soi-disant, l'argent et le sexe, c'est le pouvoir. Du tacle. Non, mais travailler sur l'acceptation des sexualités positives ou créatives, déjà, pourra aussi nous faire avancer, nous, dans notre cause. Et donc, laissez-nous travailler, en fait. Laissez-nous travailler, en fait. Donnez-nous des droits, donnez-nous le droit d'exister en tant qu'être humain et pas de sous-humain. Parce que, de toute façon... interdire ce métier ne fait qu'aggraver la situation des gens qui sont précaires et qui ont plus besoin d'être aidés. C'est ça le truc. Je suis contente qu'on l'ait dit et je pense qu'on l'a bien dit, donc c'est chouette. Merci. Moi, c'est qu'on va avoir un TDS pour beaucoup plus que l'acte sexuel. Tout le monde ne parle et ne voit que ça. Mais s'il s'agissait que de soulager une pulsion fugace, on se masturberait tous et on n'en parlerait plus. Il y a votre capacité à tous à créer un espace, à répondre à un besoin, à mettre en place une scène ou même des fois à créer des espaces de guérison qui est juste incroyable. Et ça vaut de l'argent. En échange du service énorme que vous rendez à vos clients, c'est évident que ce serait sympa de pouvoir avoir un toit et à manger, quoi. Et des vacances, et une mutuelle, et voilà, tout ça. Même au-delà de ça, au niveau de l'argent, c'est aussi, je pense que le client veut pouvoir payer pour ça, pour légitimer aussi cette démarche en entière, quoi. Bref, merci beaucoup. C'était incroyable, de mon point de vue. J'ai trouvé ça incroyable. Moi, j'ai passé un moment dont je me souviendrai, je pense, longtemps. Donc, merci pour ça.
Je continue à prendre des claques. Je sais pas dans quel état vous allez me retrouver maintenant, mais c'était top et j'apprécie. Enfin, j'ai pris de la générosité en pleine face avec tout ce que vous nous avez amené là et donc merci pour ça. Et puis on aura tous vos liens en barre d'infos, donc n'hésitez pas dans les semaines qui viennent à me donner tout ça pour qu'on ait tout. Ça marche. On peut se mettre d'accord qu'on lui fait des free hugs quand même. Oui. Parce qu'elle a besoin de renfort, là, vous voyez bien. Il faut vous brancher les micros avant pour pas trop. On t'arrive pas là, le free hug. Il arrive pas là, non. Bonne soirée du coup et puis merci pour tout. Merci de Allons nous avoir manger. invités et merci de nous avoir donné la parole. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Et les gens ont souvent très peur du tantra. En fait, les pratiques sont extrêmement simples et extrêmement impliquantes en même temps. C'est ça qui est assez fou. Et moi, j'ai amené pas mal... Je viens d'un milieu d'école de commerce au départ. Donc, j'ai des amis normaux. Ça nous arrive. Et tu les as. Et en fait, quand il y en a qui osent venir faire du tantra, souvent ils ressortent et ils me disent « mais c'est ça ?» Je pensais pas que... En fait, souvent ils imaginent des espèces d'énormes orgies avec des gens qui hurlent tout nus en faisant du sexe, comme dans les espèces d'images qu'on peut voir dans Wild Wild Country. Et une pratique simple, c'est vraiment de se poser en face d'un partenaire et de juste le regarder dans les yeux. Juste ça. Voilà. T'as vu la puissance. On air approuve. J'aimerais qu'on envoie tous du pouce à Marie qui vous fait tomber des objets par la conviction.